On est parti. Volume ici. 3, Alors, 2, attends, je commence oui. l'enregistrement et tu me dis quand t'es prêt, je commence, tu fais 3, 2, 1, je commence. 3, 2, 1. Je suis prêt. 3, 2, 1, c'est Recording parti. in progress. Excellent. Bonjour à tous. Bienvenue sur cet événement qui a lieu en simultané sur la chaîne Twitch de Ergotisme. Il est aussi enregistré. Il sera disponible sur le serveur Scholasticus. Vous aurez l'occasion d'interagir avec les participants de cette rencontre que vous allez voir aujourd'hui sur une autre rencontre qu'on va faire, un autre événement qu'on va faire sur Scholasticus à un autre moment. Si vous aurez des questions par rapport à ce débat. Aujourd'hui, on va écouter deux personnes qui débattent sur le sujet de l'avortement. Mathieu Lavagna, il est connu pour ses prises de position qui sont réfléchies. Il va s'opposer à l'avortement, dire ce n'est pas bien d'avorter. Tandis que Ergotisme, lui qui est connu pour ses arguments qui sont solides, il va défendre la position que l'avortement est une bonne chose. Ce débat risque d'être quelque chose d'excellent, de très intéressant. On va pouvoir écouter vraiment ces deux visions du monde qui sont, selon moi, opposées et se faire une opinion par rapport à ce que l'on va entendre aujourd'hui. Le format est bien simple. On aura 15 minutes d'introduction pour chacun. Ensuite, 7 minutes de réponse à l'introduction. Puis un dialogue ouvert qui va suivre par la suite. Pour les 15 premières minutes, on va commencer par Mathieu Lavagna. Ça te va? Oui, bonjour à Oui. tous et Bonjour Mathieu. merci Luc de m'accueillir et Ergotisme d'avoir accepté ce débat. Donc, moi je suis chrétien, mais sur la question de l'avortement, je serais contre l'avortement même si j'étais pas chrétien. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y a besoin d'arguments religieux pour être contre l'avortement et du coup je vais essayer de le montrer à travers cette présentation. Donc Luc, tu peux commencer le timer quand tu veux. Excellent. Alors c'est Alors, parti. voilà, donc le débat de ce soir, c'est est-ce que l'avortement doit être légal? Alors attends, tac, ça avance pas. Donc, je commencerai par cette phrase d'introduction qu'on retrouve chez Gregory Koukl dans son livre Precious Unborn Human Persons, qui, à mon avis, résume tout. Il nous dit, si le fœtus n'est pas un être humain, aucune justification pour légaliser l'avortement n'est nécessaire. En revanche, si le fœtus est un être humain, aucune justification pour légaliser l'avortement n'est adéquate. Dans le débat sur l'avortement, tout le monde admet qu'un fœtus est tué à travers cette procédure. Mais qu'est-ce qu'un fœtus? S'il ne s'agit que d'un amas de cellules, alors avorter n'est pas plus immoral que de se faire couper les ongles ou d'aller se faire arracher les dents chez le dentiste. Si le fœtus n'est pas un être humain, alors l'avortement doit rester légal. Aucun problème. En revanche, si le fœtus est un être humain et que tous les êtres humains ont un droit à la vie, alors l'avortement est clairement immoral et je pense que nous avons de bonnes raisons de penser qu'il faut l'interdire. Alors, pour rappel, hein, qu'est-ce qu'un avortement? La définition que j'utilise de l'avortement dans cette présentation, c'est l'acte qui consiste à tuer directement et volontairement un fœtus ou un embryon humain en vue de mettre fin à une grossesse. Et même les défenseurs sérieux de la position pro-choix ou pro-avortement admettent que cette définition est vraie. Par exemple, les professeurs de philosophie Nathan Nobis et Christina Grobe, qui pensent que l'avortement doit rester légal jusqu'à la naissance, admettent, dans leur livre Thinking Critically About Abortion, ils nous disent un avortement consiste à tuer intentionnellement un fœtus pour mettre fin à une grossesse. Donc cette définition n'est pas contestée. Alors moi, mon argument central contre l'avortement, ça va être le suivant. Prémisse 1, il est immoral et il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Prémisse 2, or l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Conclusion, donc l'avortement est immoral et devrait être illégal. La conclusion s'ensuit logiquement et nécessairement des prémices, donc il faut examiner chacune des prémices une par une. Alors, la prémisse 1 qui affirme qu'il est immoral et il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain innocent, cette prémisse me semble évidente et je dirais qu'elle est directement fondée sur la notion de dignité humaine. Et là-dessus, on peut s'appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, qui rappelle bien que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc vous n'avez pas besoin d'être religieux ou d'être chrétien pour accepter cette prémisse. Il vous suffit juste d'adhérer aux droits de l'homme. En ce sens, même un humaniste athée devrait admettre qu'il est immoral de tuer intentionnellement un être humain innocent. Alors, pour rappel, ici, j'utilise le mot innocent comme étant équivalent à la définition qui n'a commis aucun crime. J'ajoute innocent parce que je laisse ouvert le débat sur la peine de mort pour les criminels, c'est pas le sujet ici, mais que vous soyez pour ou contre la peine de mort, tout le monde est d'accord dans ce débat-là pour dire que les innocents ne méritent pas d'être mis à mort. C'est pour ça que j'ai ajouté ce mot. Alors, la prémisse 2 de mon argument, c'est que l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Et ça, c'est une prémisse qui est de nature scientifique, comme je vais vous le montrer. Ici, j'utilise la définition, du mot être humain dans le sens biologique, c'est-à-dire un organisme membre de l'espèce Homo sapiens. Et donc d'après cette définition, le fait qu'un fœtus ou un embryon soit un être humain est tout simplement un fait biologique. Ouvrez n'importe quel manuel d'embryologie en médecine et vous verrez que tous les scientifiques sont unanimes pour dire qu'à partir du moment de la fécondation, un organisme humain indépendant est créé dans le corps de sa mère avec un patrimoine génétique qui lui est propre. Ainsi, au moment de la formation du zygote, il existe un organisme humain individuel qui possède la totalité de son ADN. Dès la fécondation, vous pouvez en théorie connaître de façon très précise ce à quoi ressemblera cet être humain en question, donc la couleur des yeux, des cheveux, etc., l'ensemble des caractéristiques phénotypiques. Et donc, pour montrer que l'embryon est un être humain biologiquement, il suffit de montrer trois choses. Premièrement, l'embryon est vivant. Deuxièmement, il est de nature humaine. Et troisièmement, c'est un organisme distinct. Alors, pour montrer que l'embryon est vivant, c'est assez facile. Les scientifiques sont d'accord pour dire que si une chose grandit par reproduction cellulaire et qu'elle convertit les aliments en énergie, alors cette chose-là est vivante. Et c'est bien le cas de l'embryon qui grandit par reproduction cellulaire. D'ailleurs, si l'embryon n'était pas vivant, il n'y aurait pas besoin d'avoir recours à l'avortement pour le tuer. Donc si l'embryon peut être tué par l'avortement, c'est justement qu'il a été vivant auparavant, parce qu'on ne peut pas tuer quelque chose qui n'a jamais été vivant. L'embryon est aussi de nature humaine parce que la procréation entre deux êtres humains ne peut que résulter de la production d'un membre de l'espèce humaine, et l'embryon possède l'intégralité du code, d'un code génétique qui est 100% humain dès le début. Il n'y a aucun doute là-dessus, tous les scientifiques sont unanimes sur le sujet. Enfin, troisièmement, l'embryon est un organisme distinct du corps de sa mère. Et donc, si l'embryon était juste une partie du corps de sa mère, comme le disent certains, alors il y en aurait des conséquences absurdes. On aurait une mère enceinte qui aurait quatre bras, quatre jambes, deux cœurs, deux types d'empreintes digitales distinctes, deux cerveaux et dans 50% du temps, un pénis. Donc voilà, l'embryon n'est pas une partie du corps de sa mère. Il faut bien ne pas confondre le fait d'être dans quelqu'un et le fait de faire partie de quelqu'un. Une bouteille que je mets dans un frigo n'est pas une partie du frigo, bien qu'elle réside à l'intérieur du frigo. Et donc, ainsi, le fait que le fœtus habite dans le corps de sa mère n'implique pas qu'il fasse partie du corps de sa mère. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est bien un organisme distinct. On peut confirmer que l'embryon est un être humain, tout simplement, voilà, comme je disais tout à l'heure, en lisant les manuels d'embryologie eux-mêmes. Donc, il suffit d'ouvrir, par exemple, Embryologie humaine et tératologie, qui nous dit, bien que la vie soit un processus continu, la fécondation est un point de repère critique, car dans des circonstances ordinaires, un nouvel organisme humain génétiquement distinct se forme lorsque les chromosomes des pronoyaux mâles et femelles se mélangent dans l'ovocyte. On peut lire aussi dans d'autres manuels d'embryologie, un zygote est le début d'un nouvel être humain, c'est-à-dire un embryon. Le développement humain commence à la fécondation, etc., etc., et il marque le début de chacun de nous en tant qu'individu unique. Je cite un dernier manuel d'embryologie qui affirme que le terme de conception fait référence à l'union des éléments pronucléaires masculins et féminins de la procréation à partir desquels un nouvel être humain se développe. Et ce manuel ajoute, le zygote ainsi formé représente le début d'une nouvelle vie. Donc il y a vraiment un consensus académique écrasant sur le sujet. Et le consensus est tellement écrasant que le comité judiciaire du Sénat américain avait été obligé de conclure, les médecins, les biologistes et autres scientifiques sont d'accord pour dire que la conception est le début de la vie d'un nouvel être humain, un être vivant, membre de l'espèce humaine. Il y a un consensus écrasant sur ce point dans d'innombrables écrits médicaux, biologiques et scientifiques.
Et donc, même les philosophes pro-avortement l'admettent. Ceux qui défendent l'avortement au niveau académique, au niveau universitaire, ils admettent tout ce fait. Donc, par exemple, David Baudin, qui est un des meilleurs philosophes pro-choix, reconnaît dans son livre A Defense of Abortion, il nous dit peut-être que la relation la plus simple entre vous ou moi d'une part et chaque fœtus humain depuis la conception d'autre part est la suivante. Tous sont des membres vivants de la même espèce Homo sapiens. Un fœtus humain est simplement un être humain à un stade très précoce de son développement. Et Peter Singer, qui est l'un des philosophes pro-choix les plus connus sur la scène internationale, a lui au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'embryon est un être humain. Il affirme: il est possible de donner un sens précis au mot être humain. Nous pouvons l'utiliser comme équivalent à membre de l'espèce Homo sapiens. Qu'un être soit membre d'une espèce donnée est quelque chose qui peut être déterminé scientifiquement par un examen de la nature des chromosomes dans les cellules des organismes vivants. En ce sens, il ne fait aucun doute que dès les premiers instants de son existence, un embryon conçu à partir de spermatozoïdes et d'ovules humains est un être humain. Donc, comme vous pouvez le constater, Peter Singer ne parle pas d'une vie humaine potentielle. Biologiquement parlant, l'avortement n'a rien à voir avec le fait de tuer une vie humaine potentielle. Chaque avortement, à chaque moment de la grossesse, met fin à la vie d'un être humain. Mais Singer considère que le fait d'être un être humain n'est pas suffisant pour avoir un droit à la vie. Il affirme: oui, on peut le dire, le fœtus est un être humain vivant, mais cela seul ne suffit pas à montrer qu'il est mal de mettre fin à sa vie. Et Singer propose d'autres critères derrière, mais il admet que c'est un être humain. Donc, comme vous pouvez le constater, les défenseurs sérieux du droit à l'avortement, qui sont un minimum renseignés et cultivés en matière de science, n'ont aucun problème à admettre que l'embryon et le fœtus sont des êtres humains. Il n'y a aucun désaccord là-dessus dans le débat académique sur le sujet de l'avortement. Et donc, en conséquence, l'affirmation «l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent» est validée par la science et reconnue par les meilleurs défenseurs de la position pro-choix. Ce fait est donc incontestable. Alors, je vais exposer ici quelques photos d'avortement. Donc, évidemment, les âmes sensibles peuvent s'abstenir et fermer les yeux, ne pas regarder. Mais en revanche, j'invite les pro-choix à regarder ces photos pour voir la réalité de ce qu'ils défendent. Certains veulent interdire les photos de bébés avortés dans le débat sur l'avortement. Or, faire cela serait aussi stupide que d'interdire les photos de poumons noircis dans un débat sur la cigarette, ou encore d'interdire les photos d'animaux exploités et abusés dans un débat sur les droits des animaux. Dans tous les cas, dès qu'on veut cacher les photos aux gens, on cherche à leur cacher la réalité. Et donc, si vous êtes pro-choix et que vous cherchez honnêtement la vérité, je vous invite à regarder ces photos en face. Donc, au début, les premiers avortements sont les avortements médicamenteux qui ont lieu jusqu'à la septième semaine de grossesse. Donc, ça se passe par pilule, on ingère RU486 et l'embryon se détache. Et voilà. Et donc, ça ressemble, voilà à quoi ressemble un avortement à 6 semaines. À cette semaine, l'embryon ressemble à ceci. Et à partir de la septième, huitième semaine, on commence par utiliser la méthode par aspiration. Donc, le médecin va mettre un aspirateur ultra puissant dans l'utérus de la maman pour aspirer le fœtus membre par membre. Euh, et donc, voilà, il va être complètement déchiré et aspiré dans la machine, ce qui génère voilà, une purée sanguinolente de membres qui sont répartis. Donc, huitième semaine, vous voyez un peu la taille, 11 semaines, 12 semaines, 13 semaines. Et à partir de la 13e semaine, on commence à changer de méthode et les avorteurs utilisent ce qu'on appelle la méthode par dilatation-extraction, où l'avorteur va retirer membre par membre voilà, les membres du bébé parce que maintenant il est devenu trop dur pour être aspiré dans l'aspirateur de la méthode précédente. Et donc il faut le retirer membre par membre et finir par écraser la tête. Et donc voilà, un avortement à 14 semaines, 15 semaines, 16 semaines, 18, 21, 22, 24 semaines. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça devient encore plus gore. Mais bref, l'avortement tue directement le fœtus. Ce n'est pas quelque chose qui est contestable. Même le philosophe pro-choix Jeff McMahon le reconnaît sans problème. Il nous dit: les méthodes standards utilisées pour provoquer des avortements impliquent clairement le fait de tuer le fœtus. Le fœtus meurt soit en étant démembré, soit en étant empoisonné. Et donc le bilan, pour résumer, hein, ce qu'on a montré jusqu'à maintenant, c'est que le fœtus est un être humain innocent et que toutes les méthodes d'avortement tuent directement et volontairement le fœtus. Et
par conséquent, il s'ensuit logiquement et nécessairement que l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Et donc, étant donné que cette prémisse n'est pas soumise à la controverse en matière scientifique, mon adversaire sera obligé de rejeter la prémisse morale de mon argument afin d'éviter la conclusion que l'avortement est immoral. Il doit donc soutenir qu'il n'est pas toujours immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire justement? Eh bien, il devra nous expliquer pourquoi il est en désaccord avec cette position inclusive et égalitaire que je viens de présenter envers le droit à la vie de tous les êtres humains. Il devra alors trouver des traits caractéristiques spécifiques qui feraient que l'être humain prénatal aurait moins de valeur qu'un être humain déjà né, au moins jusqu'à un certain stade de la grossesse. Et il devra donner un ou des critères précis pour justifier que l'on puisse ôter le droit à la vie à certains êtres humains. Et donc moi je dirais que voilà, il ne faut pas discriminer l'enfant à naître pour des critères qui sont arbitraires. Donc les seules différences qui existent entre vous, moi et l'être humain prénatal sont, premièrement, la taille, deuxièmement, l'environnement, troisièmement, le degré de dépendance, quatrièmement, le niveau de développement. Et moi, ma position, c'est de dire qu'aucune de ces quatre différences ne justifie le fait que l'on puisse discriminer l'être humain prénatal de son droit à la vie. Autrement dit, son statut moral reste le même que le nôtre, malgré ces différences. Et donc la question philosophique majeure à laquelle devra répondre mon adversaire s'il veut contester le droit à la vie du fœtus est: quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un droit à la vie? Et pourquoi enlever à certains membres de l'espèce humaine leur droit à la vie? Sur quels critères discriminatoires pouvez-vous vous fonder? Et donc je dirais que tant qu'il n'a pas réussi à faire cela, la position anti-avortement restera vainqueur par défaut. En effet, tant que nous n'avons pas de bonnes raisons de discriminer certains membres de nos frères en humanité de leur droit à la vie, nous devons considérer qu'ils en ont un par défaut. Voilà, merci de votre écoute. Et- Excellent. Merci beaucoup pour cette présentation, hein. Félicitations pour le temps. Il reste encore 30 secondes. On C'est dirait beau. que c'était compté à la seconde près. Mais encore, mais félicitations. On va pouvoir écouter maintenant Allez, Ergotisme, hop. 15 minutes. Alors, partager l'écran. On va voir si ça marche. Hop, partager. Et dites-moi si vous voyez tout. Hop. Sur Twitch, je fais tac. Normalement, tout le monde devrait voir. Si je peux avoir un Oui, c'est petit... bon. C'est bon? Ok. Donc, du coup, j'ai préparé moi aussi des slides en réponse aux tiennes, notamment sur toutes tes vidéos YouTube. Donc, du coup, ta position que je vais résumer, que tu as redit toi-même dans tes slides, je ne vais pas insister là-dessus. Il y a donc la thèse que l'avortement est immoral, avec l'argument votre réunion terminera dans 10 minutes. Oh, fuck. Bon, ben, on risque de devoir faire le truc en deux parties, de recréer une réunion juste derrière, parce que visiblement, il y a une limite de temps à Zoom. Donc, bref. Je fais ça, et après, on relance peut-être un deuxième meeting si besoin. Donc, du coup, moi, je dirais qu'il y a aussi deux thèses implicites que Mathieu, finalement, pas si implicite que ça, a donné assez vite. C'est que, du coup, les positions pro-choix, enfin, il pose sur une chaîne qui s'appelle beaucoup La raison est pro-vie. Je ne sais pas si c'est la sienne ou pas. C'est aussi le titre de pas mal de ses présentations. C'est aussi, il me semble, un chapitre de ton dernier livre, ou d'un livre futur, j'ai un doute. Mais donc, du coup, il y a la position quand même qu'une position pro-choix serait irrationnelle. Donc, ou en tout cas, je m'attends à ce que du coup, tu attaques ma position pro-choix. Et qu'il n'y a pas besoin d'arguments religieux pour attaquer cette position. Donc, concrètement, voilà, c'est que je m'attends à ce qu'on évite les arguments de type le fœtus a une âme, et donc, du coup, il faut le conserver. Par rapport à l'argument de Mathieu, en réalité, ce qui fait un être humain, c'est une question qui est très compliquée. C'est pas une question qu'on retrouve dans les manuels d'embryologie, c'est une question qu'on trouve dans les bouquins de philo ou dans des articles liés à la philosophie, voire même liés à la métaphysique dans certains cas. Et j'invite tout le monde à faire des recherches un peu sur est-ce qu'un zygote est un être humain, et vous verrez tous que c'est une question beaucoup plus complexe que ça, de la même manière que la Déclaration des droits de l'homme. Si on devait inférer à droit légal au fœtus, je pense que n'importe quel expert légaliste l'aurait fait, et que je pense qu'on a des définitions d'être humain qui peuvent varier selon les contextes,
et que dans le contexte de la Déclaration des droits de l'homme n'inclut pas le fœtus, selon moi. Et une autre manière de faire, c'est comme a fait Peter Singer dans la citation que Mathieu a utilisée, c'est de dire, OK, j'accepte la définition d'être humain, mais je considère que être un être humain n'est pas suffisant pour être doté de valeur morale. Donc pour moi, les deux prémices sont en réalité attaquables. Et donc du coup, parfois, je vais substituer au cours de ces slides et peut-être dans le débat, je pense qu'on va, devoir jongler entre ce qui définit être un être humain et ce qui définit la valeur morale. Je pense que dans l'idéal, parler de valeur morale, ça permettra de clarifier le débat parce qu'on ne sera pas forcément d'accord sur ce qui définit un être humain et qu'on devrait gagner en clarté comme ça. Mais voilà. En tout cas, pour le côté être humain, donc le zygote. Le zygote, donc pour information, donc c'est la première cellule quand le spermatozoïde rencontre l'ovule. Et je contesterai sans problème que le zygote est un être humain. Pas sur des arguments d'embryologie, mais plutôt sur des problèmes métaphysiques. Donc déjà, sur l'unicité du zygote, le problème, c'est que, imaginons que le zygote est une personne, que je vais appeler Paul, et que ce zygote, ensuite, il est capable de devenir deux zygotes, donc on appelle ça des jumeaux monozygotes. Et donc, du coup, dans ce cas-là, Paul, bon courage pour dire où est Paul. Et donc, soit on a le choix entre dire que Paul est mort et deux autres êtres humains ont été créés, ce qui serait un peu étrange dans le sens où personne, quand on annonce qu'il y a des jumeaux, personne ne pleure la mort d'un être humain, donc ça paraît assez étrange comme conception. Ou alors il y a aussi la conception possible que les deux, le zygote, l'être unicellulaire en réalité abritait deux êtres humains. Ce qui demande des conceptions métaphysiques un peu particulières, ce qui est possible, mais c'est des conceptions particulières où deux personnes peuvent occuper le même espace. Ce qui est possible, mais ça demande des arguments métaphysiques, on est loin de l'embryologie. Et de la même manière, donc il y a aussi le même problème des chimères, donc c'est un truc que j'ai découvert d'ailleurs en préparant ce débat, mais que des zygotes peuvent fusionner, on peut avoir des fusions partielles, et on peut avoir des individus qui partagent deux codes génétiques. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux personnes? Encore une fois, est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce qu'il y a une personne qui est décédée, sachant que son patrimoine génétique perdure? Est-ce que c'est encore une vie humaine? Bref. Et donc, du coup, les mêmes questions se reposent. Et il y a le problème du placenta, qui est qu'en fait, le zygote ne se développe pas uniquement en un bébé, mais il se développe aussi en placenta, il se développe aussi en liquide amniotique. Et donc, du coup, ça nous mènerait à la conclusion que Mathieu et moi-même, nous ne sommes pas des humains, mais nous ne sommes qu'une partie d'humain. Parce que si le zygote est un humain, ça veut dire que c'est le bébé plus son placenta, plus le sac amniotique, plus tout ce que le zygote devient, qui est l'être humain. Et donc, du coup, l'embryon lui-même ne le serait pas, le fœtus ne le serait pas, et même nous, on serait une espèce de morceau d'humain qui arriverait au bout du processus, ce qui me paraît être aussi une conception compliquée, et même avec de la métaphysique, je vois difficilement comment sauver ça sans ramener des arguments religieux. Et le deuxième point, c'est que si on voit la vie humaine comme étant une propriété qui donne à un être sa valeur morale, on doit avoir une symétrie entre la disparition de cette propriété et son apparition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça commence... Alors, juste avant de finir ça, je reviens un petit peu en arrière. C'est que du coup, si on veut regarder un âge minimal pour l'embryon ou le fœtus, on doit du coup regarder au moment où le placenta se sépare de ce qui va devenir l'embryon, ce qu'ils appellent la masse interne du cytoblaste de mémoire. Il y a un petit doute là-dessus. Mais bref, du coup, on serait obligé d'attendre l'implantation, ce qui ne change pas grand-chose du point de vue anti-avortement, parce que ce serait le début de la vie humaine au bout d'uniquement quelques jours. Mais ça autoriserait le plan B. Donc, ça, à la limite, ce serait toujours ça de prix. Si on cherche vraiment une distinction entre l'humain et entre ce qui va vraiment devenir, le fait que ce qui va devenir humain soit unique. Et donc, du coup, pour revenir sur cette histoire de symétrie entre la vie humaine et son début, si on voit ça comme une propriété qui donne de la valeur morale, si gagner cette propriété nous donne de la valeur morale, alors perdre cette propriété doit aussi
nous faire perdre cette valeur morale. Et donc, du coup, là, j'ai posé un syllogisme, mais on verra, du coup, si Mathieu rejette ou accepte cet argument sur la symétrie des propriétés. Et donc, des symétries possibles, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on voit dans la conception religieuse originale, il y a une symétrie. C'est le moment où l'âme est insufflée au corps et le moment où l'âme quitte le corps. Dès que l'âme quitte le corps, l'être humain en soi n'a plus vraiment de valeur morale en soi et on ne peut plus commettre un meurtre dessus. De la même manière qu'il y a d'autres conceptions possibles. Il y a le moment où on dit qu'un individu n'est plus un être humain, le moment où qu'il n'a plus de valeur morale, le moment où le système nerveux, cardiovasculaire et respiratoire cesse de fonctionner. Et donc, du coup, la symétrie pour le fœtus, ce serait de dire au moment où ces systèmes commencent à fonctionner. Donc, on est à peu près 5-6 semaines pour les premiers battements de cœur, et à peu près pareil pour les autres. Et moi, la symétrie que je défends, c'est que je dirais, pour dire qu'un être humain cesse d'avoir de la valeur morale, on peut aller encore plus loin en disant que dès qu'on n'a plus les conditions nécessaires à la sentience, l'être humain n'a plus de valeur morale ou on n'a plus affaire à un être humain. Ça dépend du vocabulaire. Et donc, en gros, concrètement, donc la sentience, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité à avoir des expériences subjectives. Pardon. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, un individu en état de mort cérébrale, même si son cœur continue à battre pendant une durée qui, en général, est courte en pratique, mais en principe, même si on avait un individu qui se maintenait en vie longtemps, mais sans les conditions nécessaires à la sentience, alors pour moi, on peut débrancher cet individu, on n'a plus d'obligation morale à lui apporter des ressources pour qu'il se maintienne en vie. Et donc du coup, inversement, si on regarde le début de la valeur morale pour un fœtus, on arrive à partir de 18 semaines. 18 semaines, donc j'ai mis un tableau avec différentes sources. En réalité, il y a un débat sur le sujet, c'est pas quelque chose où il y a un consensus. Donc j'en ai cité quelques-unes. Donc là, de 18 à 25, certains montent jusqu'à 35 semaines. J'ai pris l'hypothèse la plus conservatrice en restant sur 18, et on peut constater que la France, entre ses 12 ou 14 semaines, est encore bien plus conservatrice que ma position. Et donc, du coup, pour conclure, donc moi je dirais pour éviter la sémantique autour de ce qui est un être humain, du coup j'ai placé, j'ai utilisé le vocabulaire de parler de valeur morale plutôt. Et donc je dirais qu'un être n'a pas de valeur morale s'il n'a pas les conditions nécessaires à la sentience. Un fœtus n'a pas les conditions nécessaires à la sentience les 18 premières semaines. Il n'a donc pas de valeur morale les 18 premières semaines. Donc j'attends du coup de Mathieu de challenger ça. Et que je trouve la position de Mathieu difficilement tenable avec des arguments uniquement non religieux, notamment donc, l'histoire que j'ai avancée sur les zygotes, ce qui le ferait autoriser au moins le plan B, et que le principe de symétrie, avec un début à la conception qui n'implique pas l'âme, j'ai du mal à imaginer un tel principe, et je crois que le zoom a coupé. Putain. Alors, attendez, je relance le zoom. Alors, hop. Allez. Est-ce que tu peux me dire la dernière phrase sur laquelle je me suis arrêté? Tu t'étais arrêté à position métaphysique difficilement tenable. Voilà. Donc, comme j'ai pu le dire dans le cas des zygotes, notamment la superposition de deux individus. Les arguments religieux sauvent un peu ça, mais sans arguments religieux, je trouve ça compliqué. Le principe de symétrie s'applique assez mal. Si on est sur une vie à la conception, est-ce que du coup, à quel moment faudrait regarder quand est-ce que la vie humaine s'arrête? Il me semble que la seule symétrie possible, ce serait de dire quand chacune des cellules du corps humain sont mortes. Donc plusieurs heures après la conception de la mort dite classique. Et pour moi, répond difficilement à certains dilemmes éthiques, mais ça que je garde pour l'échange pour plus tard. Et donc pour ceux que ça intéresse et qui voudront récupérer le PDF, j'ai mis en lien quelques sources, notamment sur l'histoire du zygote. Et voilà. Alors merci beaucoup pour ta présentation. On va passer à la deuxième partie de notre débat aujourd'hui, qui est la réponse à la présentation de chacun. On va commencer donc bien sûr par Mathieu, qui pourra répondre à la présentation d'Ergométrie. Vous avez
7 minutes, toi, t'as été plus efficace, Ergotisme, et t'as resté encore 2 minutes, Ah. 3 minutes même dans ton... Et c'est bon, c'est très bien. L'important, c'est qu'on ne dépasse pas de ce temps-là. Ce qui fait quelque chose de très bon par la suite. Je vais mettre les 7 minutes de réponse aux arguments présentés par chacun, puis donner la parole à Mathieu. On t'entend pas, Mathieu, tu es mute. Pourquoi tu es mute? Voilà. Alors, oui, merci Excellent. pour cette présentation. Donc, déjà, je voulais répondre. Tu disais que la notion d'être humain n'était pas tranchée scientifiquement. Ben, moi, quand je vois tous les manuels d'embryologie que j'ai cités et le consensus même des philosophes pro-avortement comme Peter Singer et David Bonin, qui reconnaissent catégoriquement que l'embryon est un être humain au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire un membre de l'espèce Homo sapiens, enfin, clairement, je pense avoir montré dans ma présentation qu'il n'y avait pas de débat là-dessus au niveau académique. J'ai jamais pu trouver un manuel d'embryologie qui disait le contraire, que l'embryon n'était pas un être humain. Donc, contrairement à ce que tu as affirmé, je pense que c'est une question qui a été tranchée par la biologie. Je répondrai à tes objections sur le zygote et l'objection des jumeaux tout à l'heure. Là, j'aimerais répondre à ton argument central, qui est le suivant. Donc, ton argument, c'était que on peut discriminer l'être humain prénatal de son droit à la vie parce que, donc prémisse 1, tu as dit un être humain n'a pas de valeur morale s'il n'a pas les conditions nécessaires à la sentience. Or, un fœtus n'a pas les conditions nécessaires à la sentience avant les 18 premières semaines de grossesse, et donc un fœtus n'a pas de valeur morale avant les 18 premières semaines de grossesse. Ce qui implique, soit dit en passant, que le fœtus à droite de l'écran, qui est à 17 semaines, n'a pas de statut moral. Un grand Donc, oui. je dirais que ma réponse à ton argument, c'est que les deux prémices sont fausses. Que premièrement, un fœtus a les conditions nécessaires à la sentience avant les 18 premières semaines de grossesse. Et deuxièmement, que la sentience n'est pas une condition nécessaire à la valeur morale d'un être. Donc, la définition de la sentience au sens large, c'est la capacité à percevoir par les sens. Donc, on peut comprendre la sentience sous deux aspects. Premièrement, c'est la capacité à réagir aux stimuli, ou alors on peut comprendre la sentience comme la capacité à ressentir de la douleur. Étant donné que la capacité à réagir aux stimuli est présente dès la 6e semaine de grossesse voilà, chez l'embryon, je suppose que toi, ergotisme, tu fais référence à la capacité à ressentir de la douleur. Tu veux que je Et réponde tu en dis que ça direct apparaît ou vers la 18e semaine. Ouais, tu veux que je réponde en En direct ou réalité, je conteste ça, contrairement. Non, 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 après, Vas-y, je vas-y. finis ma présentation et on Après. en discute. En réalité, contrairement à ce que tu affirmes, il semble que la capacité là-dessus, je me fonde sur une étude qui a été faite en 2019 par deux scientifiques qui ont publié un article académique dans le Journal of Medical Ethics qui défendent que le fœtus commence à ressentir de la douleur à partir de la 13e semaine. Donc, il est sentient dès la 13e semaine. Alors, c'est impossible d'accuser cette étude d'avoir un biais pro-vie mal intentionné, puisque l'un des deux auteurs de cette étude est le professeur Stuart Derbyshire, qui se revendique lui-même pro-choix. Il est favorable à l'avortement. Il a travaillé. Je ne vais pas tout lire, mais en gros, l'idée, c'est que il est maintenant clair que le consensus des soi-disant 18 ou 20 semaines d'avant n'était plus tenable et que les preuves neuroscientifiques actuelles montrent que même si le cortex est jugé nécessaire à l'expérience de la douleur, il existe maintenant de bonnes preuves que les projections thalamiques dans la sous-plaque qui émergent vers 12 semaines de gestation sont fonctionnelles, etc. Et donc, il conclut à la fin qu'il y a une expérience de douleur immédiate et il réfléchit à partir de la 12 semaine de grossesse. Et donc, bah, ça veut dire qu'il est probable que le fœtus perçoive la douleur dès la 13e semaine de grossesse. Et ça, c'est significatif parce que, il y a voilà, 5,6 millions d'avortements dans le monde qui sont pratiqués après 13 semaines. Et alors, les auteurs sont bien conscients de l'importance de ces résultats du point de vue éthique, mais au lieu de conclure que l'avortement est immoral, ils suggèrent d'anesthésier les bébés avant de les tuer par avortement, donc après 13 semaines. Bref, donc ça c'était pour ton premier critère. Je pense qu'il y a une erreur sur les 18 semaines, mais admettons, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est, comme tu sembles le suggérer. Est-ce que l'absence de sentience implique l'absence de statut moral? Alors je dirais non, la capacité à ressentir la douleur n'est ni un critère nécessaire, ni un critère suffisant pour avoir un statut moral comme le nôtre. La capacité à ressentir la douleur n'est pas une condition suffisante pour être une personne,
car les animaux, les cochons, les rats, les pigeons sont capables de ressentir la douleur, mais ce ne sont pas des personnes. Et de même, la capacité à ressentir la douleur n'est pas une condition nécessaire pour être une personne, car il existe des êtres humains adultes atteints d'insensibilité congénitale qui sont incapables de ressentir la douleur. Pourtant, il ne fait aucun doute que ces individus-là sont bien des personnes. Et donc, je dirais de plus que les êtres humains diffèrent eux aussi en degré de sentience. Certains êtres humains sont beaucoup plus aptes à résister à la douleur que d'autres. Est-ce que cela signifie que l'on peut hiérarchiser les êtres humains en fonction de leur capacité à ressentir des choses? Bien sûr que non, cela serait parfaitement contraire aux droits de l'homme. Et donc, je dirais qu'un adulte atteint d'insensibilité congénitale, ou un adulte qui est dans un coma réversible a tout autant de valeur que quelqu'un qui est en bonne santé, même s'ils n'ont pas les mêmes degrés de sentience. Par conséquent, le critère de sentience échoue. Il n'est, à mon avis, ni nécessaire ni suffisant pour fonder la valeur et la dignité humaine. Et donc, l'argument central que tu proposes me semble être faux, et je pense que tu as échoué à proposer un critère non arbitraire pour discriminer l'être humain prénatal de son droit à la vie. J'aimerais aussi répondre à l'objection des jumeaux que tu as proposé. Tu dis que, en gros, voilà, pendant les 2 premières semaines, le zygote, il peut encore se diviser et créer des jumeaux. Et donc, ça sous-entend que voilà, la vie humaine ne commencerait pas dès la conception. Je dirais que le fait qu'un être vivant puisse se décupler n'implique pas qu'il n'y avait pas d'être vivant unifié auparavant, parce que l'individuation n'implique pas l'indivisibilité. De manière générale, le fait que l'on puisse diviser un être en deux n'implique pas qu'il y avait une absence d'individu avant cette division. On peut prendre ici l'exemple des amibes, qui sont des organismes distincts, bien qu'ils soient capables de se diviser. Ce qui arrive de leur division est un sujet débattu parmi les spécialistes, mais personne ne doute qu'il y avait bien un organisme distinct précédant cette division. Et donc, dans le cas de jumeaux monozygotes, les embryologistes, enfin un bon nombre d'entre eux, pensent que les deux organismes partageaient le même corps cellulaire avant que l'un se sépare de l'autre. On peut alors tout à fait soutenir qu'au moment de la division, une nouvelle personne humaine commence d'exister. Nous avons alors affaire à une forme de reproduction asexuée où l'un des deux jumeaux est à l'origine du corps de l'autre. Et ça, c'est confirmé par le spécialiste Stephen Napier, qui, dans un de ses livres sur l'embryologie, affirme il est parfaitement cohérent avec nos connaissances empiriques d'interpréter le jumelage comme étant une forme de reproduction asexuée dans laquelle le zygote de départ donne naissance à un autre sans jamais disparaître. Donc voilà pour la réponse sur les jumeaux. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de temps. Yes. Est-ce que tu peux rafficher les slides? Parce que moi, du coup, vu que j'avais pas vu les chaînes en Excellent. avance, j'avais pas fait de slide de réponse à celle-là. Mais je pense que ça va être plus facile de répondre si tu les affiches une par une. Vas-y, commence par le début. Je veux que tu reviennes en arrière. D'accord. Alors, hop, tac, 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 tac. Ouais. Ok. Alors, sur l'ascension du fœtus, donc, percevoir par l'essence, ok, vas-y, ça je fais bien. Alors, là, je rejetterai le A et je rejetterai le B, enfin, je rejetterai le B. Non, je vais surtout rejeter le A en disant attention, en parlant de la capacité à réagir aux stimuli, parce que tapoter sur mon genou va me faire bouger la jambe, et que je sois décédé ou non. Et que du coup une réaction aux stimuli n'implique pas nécessairement de la sentience. Donc je pense qu'il faut se méfier de justement de quelque chose qui bouge. Et sur la capacité à ressentir la douleur, c'est pareil, attention, c'est quand même plus vaste que ça, la sentience. C'est vraiment sur la capacité à avoir des expériences subjectives, différentes aussi de la douleur. Donc, l'être que tu as donné en question, l'exemple que tu as donné en question, pour moi, c'est quelqu'un qui serait sentient. Après, notamment dans les arguments, donc dans les études, après, c'est les arguments empiriques. J'ai juste cherché pour voir à peu près dans quelle direction allait la science, mais je les maîtrise pas nécessairement à 100%. Mais en gros, l'explication qui est donnée, c'est que à 5-6 semaines, on commence à voir les différents organes qui commencent à se développer, mais que c'est quand tous ces organes commencent à se câbler ensemble pour que y ait, le nocicepteur soit à la fois développé, mais câblé au système nerveux qui lui-même va être câblé à l'hypothalamus, et ainsi de suite, pour traiter l'information. Et donc, du coup, après, j'étais pas au courant de cette étude-là. Je pense que celle que j'ai trouvée, c'était quand même plus massivement au-delà des 25. Après, si jamais le consensus scientifique s'affinait
et qu'on partait sur un consensus à la 13e semaine, je changerais ma position, évidemment, pour dire que avant 13 semaines, le fœtus n'a pas de valeur morale. Ce qui en soi change pas. Ça affaiblit un peu ma position, mais pas tant que ça. Surtout que la France, surtout que ce serait pas si loin de ce qu'autorise la législation française. Donc ça changerait pas grand-chose. Après, ce serait plutôt à voir selon le contenu de l'étude. Et il y aurait peut-être une méta-analyse à faire ou une systematique review pour condenser tout ça et vraiment avoir un consensus sur le sujet. Mais je suis prêt à accepter que la vraie date soit la 13e semaine. En soi, ça changerait pas grand-chose à mon argument. Et donc, vas-y, je te laisse scroller. C'est à celui d'après. Enfin, tu me dis, je te laisse m'interrompre si tu considères qu'une de mes réponses répond pas à ce que tu as marqué. Hein. Qu'on aille un peu plus, qu'on soit un peu plus dans l'interaction. En fait, oui, bah, je pense que ça aurait été bien de définir rigoureusement ce que tu entendais par sentience dans ta présentation initiale, parce que moi, du coup, je l'ai compris comme, dans son sens traditionnel, percevoir par les sens. Et donc, enfin, au moins, on sera d'accord, je pense que la capacité à ressentir la douleur, ça implique la sentience, parce que Oui, c'est une expérience subjective. c'est un très bon proxy pour juger de si un être est sentient ou pas. C'est que dans 99% des cas, ça marche. Euh, et donc voilà. Du coup, l'argument que les cochons, les rats et les pigeons sont capables de sentir la douleur, mais ne sont pas des personnes. Le côté si ce sont des personnes ou non, c'est pareil, c'est un débat sémantique sur ce qu'est une personne. Et ce serait pas intéressant si je greffe la sentience dans le fait d'être une personne ou d'être un individu. Mais je dirais clairement que les êtres sentients, animaux compris, ont aussi de la valeur morale. C'est pas un... Je pense pas que ce soit nécessaire à mon argument, dans le sens où il y a des gens qui défendent une position très proche de la mienne, mais qui ne sont pas spécialement véganes ou autres, et qui du coup vont défendre l'idée que c'est surtout la sentience humaine qui est importante. Et donc du coup, ils auraient sûrement précisé le syllogisme avec parler de la sentience humaine. Mais je considère que le véganisme en Occident, et là où c'est possible, c'est une obligation morale. Donc je dirais que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, on n'est pas obligé de faire un débat sur le véganisme ce soir. Et Mais là-dessus, pour une du coup, prochaine tu fois, es pourquoi d'accord pas. avec Singer? Tu es Ah oui, d'accord avec oui, je suis Singer d'accord que à ce niveau-là. de définir la personne, que le fait d'être un être humain, c'est pas une condition nécessaire pour être pour être une personne. Que, en gros, la définition de la personne, de l'être qui a un statut moral, elle se doit d'être neutre en matière d'appartenance génétique, en matière d'espèce. Et donc que tu es, d'accord que le concept de personne ne doit pas présupposer forcément l'humanité. Mais moi, du coup, j'aimerais éviter le terme personne et pas juste parler de valeur morale justement pour éviter ça. Ok. Je Donc, dirais selon toi, c'est c'est quoi les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un statut moral, un droit à la vie inaliénable? la base de la base, c'est la sentience. Effectivement, si t'as pas ça, il n'y a pas de valeur morale. Mais du coup, ça implique que les animaux comme les rats, les cochons, les pigeons ont un droit à la vie inaliénable et que ça Si serait un tu, meurtre au si tu, sens propre de les tuer. si tu rajoutes pas si tu rajoutes pas comment, de, merde. Si tu rajoutes pas de critères pour réserver ça à l'humanité, ce que quelqu'un peut faire, oui, je considérerais que les tuer est un meurtre. Je dirais pas Mais que du ce coup, serait un tu meurtre au même considères niveau que que tuer un être quelqu'un humain, mais ça resterait un meurtre. Mais pourquoi du coup? Parce que par exemple, un lion, il a plus de sentience qu'un nouveau-né. Il réagit beaucoup plus, il peut avoir des expériences subjectives largement supérieures à celui du nouveau-né humain. Et donc, selon toi, est-ce que tuer un lion, ça serait plus grave que tuer un nouveau-né humain, si on applique ton critère de la sentience? Non, parce que je dirais que moi, la sentience, c'est la base vraiment pour donner une valeur morale minimale, auquel après, derrière, on peut rajouter d'autres choses. Donc je dirais que sur le critère de la sentience, oui, mais il y a le côté son potentiel futur ou autre importe aussi. Mais Mais du c'est coup, juste, c'est juste une fois qu'on a passé ce stade minimal, là, du coup, je vais regarder comment je hiérarchise les individus dans ce système. Et là, je vais me partir sur d'autres critères, mais c'est la base de la base. parce que moi, il me semble que si c'est la base de la base, ce fameux critère de la sentience, et déjà, tu es d'accord que la sentience, c'est pas quelque chose qui est
qui est binaire, ça vient en degrés. C'est-à-dire qu'un être peut être plus ou moins sentient. Et donc, par exemple, un lion, un chimpanzé va être plus sentient qu'un fœtus de 24 semaines ou même qu'un nouveau-né. Ouais. Un nouveau-né, il a pas, il est moins sentient, il a moins d'expérience subjective qu'un lion, qu'un dauphin, qu'un chimpanzé. Et donc, si on applique ce critère comme ayant une implication pour la valeur morale d'un être, on devrait, moi, logiquement en conclure, comme le fait Peter Singer d'ailleurs, que tuer un nouveau-né, ça serait moins grave que tuer un lion, un chimpanzé, un dauphin. Ça, Singer, il l'écrit dans ses livres, hein. Ouais, mais Donc, il je pousse serais pas son d'accord critère de la avec lui sentience là-dessus, de par manière contre. cohérente. J'aurais un Ouais, mais je désaccord pense qu'il avec est lui plus cohérent, là-dessus. c'est-à-dire qu'il pousse son critère jusqu'au bout, mais je vois pas comment tu Oui, peux éviter cette implication. mais on n'est pas obligé. Enfin, je pense pas que si on s'arrête avant, on crée une contradiction logique. Pour moi, il n'y a pas de Il me contradiction à de semble dire que. c'est ma base, c'est ma fondation pour Et dire pour ta donner le fondation, minimum de valeur morale. Mais après, derrière, on peut avoir d'autres critères de la même manière que je serais pas utilitariste comme Peter Singer. J'aurais d'autres. Tu vois, pas parce qu'on tu es on a un d'accord que ce point de critère, départ il qui est vient assez en degrés similaire, ou mais on a pas? des conclusions assez différentes sur pas mal de sujets. Ouais. Mais tu es d'accord que ce critère de la sentience, il vient en degrés, que c'est pas quelque chose de binaire, que tu peux être plus ou moins sentient? Je dirais que c'est le plus probable. Je dirais qu'effectivement, je pense que c'est le plus probable. J'aurais pas une certitude absolue dessus, mais je pense que c'est le cas. Et donc, du coup, si ça vient en degrés, ça veut dire que les êtres humains qui sont plus sentients ont une valeur morale supérieure à des êtres humains non sentients. Non, je pense Et pas. ça crée un problème parce que tu auras une inégalité des êtres humains après leur naissance. Je pense pas que Tu ce auras soit des la êtres humains qui conclusion auront un logique. statut moral supérieur à d'autres. Je pense pas que ce soit la conclusion logique. C'est-à-dire, si tu concèdes que, il y a une différence de degré dans la sentience, comme après la naissance, on a des êtres humains qui ont un degré de sentience plus élevé que d'autres, comme je prenais l'exemple des adultes atteints d'insensibilité congénitale ou des êtres humains adultes qui sont dans un coma réversible, qui ne peuvent pas ressentir de la douleur, des choses comme ça, selon ton critère, ils auraient moins de valeur intrinsèque que des êtres humains normalement constitués comme toi et moi. Pas nécessairement, non. C'est après encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir d'autres critères. Si tu me dis toutes choses égales par ailleurs, par exemple, si tu imagines un être humain qui a la sentience d'un cochon, l'espérance de vie d'un cochon, qui aura toujours la sentience uniquement pas plus que celle d'un cochon, etc., que tu rajoutes des critères pour le rendre, à part dans l'apparence et dans l'ADN, égal à un cochon sur tout le reste, bah là, je vais te dire, oui, ces deux êtres ont la même valeur, et encore, j'aurais peut-être un réflexe spéciste sur les bords. Donc, en dernière instance, j'aurais peut-être un réflexe en disant, ben, l'espèce est différente, et que je ferais peut-être une référence, une différence. Après, pour les humains, attention, je pense qu'on a tous les mêmes, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des êtres humains qui, selon certaines conditions, vont avoir des valeurs différentes. Si je pose aux gens la question de dire, bah, entre un enfant de 4 ans et une grand-mère atteinte d'Alzheimer qui a 90 ans, qui est-ce que vous sauvez? Si vous pouvez en sauver qu'un, je pense que la Oui, plupart des oui. gens vont dire, Qu'est-ce qui bah, vous sauve? l'enfant a Ouais, toute sa ouais, vie ouais. devant Ça, lui. je suis Et... Ça, je suis d'accord, mais on réagirait tous pareil en disant s'il faut sauver quelqu'un entre la grand-mère de 90 ans et l'enfant de 4 ans qui a encore plein d'avenir devant lui, évidemment qu'on sauvera l'enfant de 4 ans. C'est pas la question, la question c'est est-ce que ces deux êtres humains ont la même dignité, est-ce qu'ils sont égaux intrinsèquement? Est-ce qu'ils ont la même dignité, la même valeur de vie? Et je dirais que même si on serait amené à sauver l'un plutôt que l'autre, ça n'implique en rien que l'un a plus ou moins de dignité que l'autre. Je pense que si on est fidèle à la Déclaration des droits de l'homme de 1948, on doit affirmer que tous les êtres humains, au moins tous les êtres humains après leur naissance, sont égaux. C'est-à-dire que on a tous la même valeur intrinsèque. La vie d'un homme vaut la vie d'une femme, vaut la vie d'un noir, d'un arabe, d'un juif. Enfin, tu prends toutes les catégories d'êtres humains, toutes les races, toutes les différences. La Déclaration des droits de l'homme affirme que tous ces êtres humains-là sont égaux après leur naissance. Et moi, la question, c'est comment est-ce qu'on justifie cette égalité ontologique de tous les êtres humains après leur naissance, en valeur intrinsèque? Et moi, il me semble que la seule réponse à cette question, c'est que tu peux pas justifier leur égalité ontologique sans faire appel à leur nature humaine commune. Et si tu essayes de le fonder sur la sentience ou des trucs comme ça, tu vas avoir des êtres humains qui vont avoir plus de valeur intrinsèque que d'autres.
Et c'est le fameux problème que je montrais là sur les adultes atteints d'insensibilité congénitale. Bah, selon ton critère, ils auraient moins de valeur intrinsèque que les autres. Euh, Ouais, mais c'est je quoi sais la pas si tu vois ce que je veux différence dire. entre dire... parce que qu'est-ce qui m'empêche de dire la même chose en disant qu'ils ont la même valeur intrinsèque, mais que dans des dilemmes du tramway ou quand je peux en sauver qu'un, il y en a un que je vais sauver plutôt que l'autre. Parce que En qu'est-ce qui... fait, la question du sauvetage, je pense que c'est indépendant de la question de la dignité humaine. Par exemple, tu vois, regarde, moi je pense que si j'ai un enfant, mon enfant, il aura autant de valeur que l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais si je dois choisir entre sauver mon enfant et sauver deux autres enfants qui ne sont pas les miens d'un incendie, je vais choisir de sauver mon enfant parce en tant que père, je suis Ouais. naturellement porté à sauver mon enfant. Mais ça ne veut pas dire que je considère que mon enfant a plus de dignité ou plus de valeur intrinsèque que les autres qui ne sont pas mes enfants. Donc la question de qui je vais sauver, c'est indépendant de la question de quelle est la valeur intrinsèque de cet être. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? je pense que tu peux avoir tout ça tout en acceptant mon argument que ce qui n'est pas sentient n'a pas de valeur morale. Parce que quelque part, c'est ça mon argument. C'est pas tellement la valeur morale, c'est surtout le fait que ce qui n'est pas sentient n'a pas de valeur morale. Ça n'empêche pas après derrière de Oui, mais du parler coup, de la nature humaine qui fait que les expériences subjectives d'un être humain sont bien plus importantes que les expériences subjectives d'un cochon, que ce soit pour des critères subjectifs ou même si on essaye d'objectiver avec, même si on fait référence à une nature humaine, dont je ne suis pas convaincu de l'existence, mais même en faisant référence à ça, non, si ça tu ne change dis, pas l'argument de ouais. base qui est que bah, si c'est pas sentient, on s'en fiche. Donc là, si je te prends l'expérience de pensée suivante, imagine, tu as un adulte qui s'appelle Fred, qui prend un sérum euh, qui lui fait perdre toute sa sentience, toutes ses sensations pendant 9 mois. Et dans 9 mois, il va finir par se réveiller et il retrouvera l'ensemble de ses sens. Est-ce que tu considères que Fred perd son droit à la vie une fois qu'il ingère ce sérum ou pas? Non, je pense pas qu'il perde son droit à la vie, mais je pense pas que mon argument permet très bien de justifier qu'il faut maintenir en vie Fred. Parce que Attends, ton argument, c'était de dire que si l'être en question n'est pas sentient, alors il alors, n'a pas de statut moral, attention. alors il n'a pas un droit à la vie. Moi, je te prends l'exemple où Fred, il prend ce sérum, il n'est pas sentient, donc selon ton propre critère, il devrait perdre son droit à la vie de Ouais, mais facto. attention, dans mon argument, j'ai dit c'est les critères nécessaires à la sentience. Tout le substrat matériel qui est nécessaire à la sentience, il n'a pas disparu. C'est-à-dire le substrat matériel, Enfin, tout ce qui, tout le. c'est le fait de pouvoir être sentient Non, mais tu qui vois, c'est compte. que si mon PC il a du hardware, même quand je l'éteins, son hardware il est toujours présent, il a toujours les conditions nécessaires au fait d'être allumé, même quand il est éteint. De la même manière, un individu qui est dans le Oui, coma ou endormi ou sous anesthésie, il est aussi, il est en gros, ce que aussi, tu veux dire, ce que tu il a, veux dire, si je il a comprends toujours bien les ta conditions position, nécessaires. c'est que même s'il ne l'exerce pas en acte, et même s'il n'exerce pas sa sentience en acte, il a la capacité interne de développer cette sentience à l'avenir. C'est bien ça que tu dis. Alors, je suis pas, ouais, je me méfie un peu des formulations avec la potentialité. Mais tu peux le voir comme, tu peux voir soit comme ça, soit tu peux le voir en disant tous les individus qui ont commencé, qui ont été au moins sentients une fois, ont de la valeur morale et ils cessent d'avoir de la morale quand ils ne seront plus jamais sentients. Mais pour éviter des problèmes de temporalité, en disant est-ce que le futur existe, le passé existe, blablabla. Du coup, je parle plutôt de conditions nécessaires. En gros, il y a deux options. Soit tu considères que c'est la sentience en acte qui a de l'importance, et dans ce cas-là, mon exemple de Fred qui prend le sérum qui lui fait perdre sa sentience, ça lui fait perdre son droit à la vie parce qu'on parle d'une sentience en acte. Mhm. Soit si tu rejettes cette notion de sentience en acte et que tu parles de sentience en puissance, ça veut dire que tu considères que c'est pas que c'est les capacités internes de pouvoir développer la sentience à l'avenir qui comptent pour avoir un statut moral. Et dans ce cas-là, ça s'applique à l'embryon parce que l'embryon il a les capacités internes de développer de Non, la parce que sentience plus pour tard dans l'embryon, sa ça vie. s'appliquerait pas parce qu'il n'a jamais été sentient. Là, l'exemple Fred à qui tu donnes le sérum, il a déjà été sentient dans le passé. Ouais. Et ça fait quoi la différence, le fait d'avoir été sentient? Ça change rien. Bah, ça fait que c'est une vie qui commence à avoir de la valeur morale. De la même manière, Oui, avec le mais principe de symétrie que j'ai donné dans ma présentation, que quand il en aura plus jamais, bah, ça cesse d'être une personne, on considère qu'il est déjà mort.
moi, il me semble que c'est une pétition de principe, mais bon, enfin, Ce serait quoi la on va pétition passer de à principe? autre chose. Euh, attends, toi, tu reconnais que, parce que l'argument que j'ai donné tout à l'heure sur euh, le fait, est-ce que tu reconnais que tous les êtres humains, après leur naissance, sont égaux en dignité ou pas? Égaux en droit, ouais. Oui, qu'ils ont la même valeur intrinsèque, qu'ils ont la même valeur de vie. Euh, non, je dirais pas qu'ils aient la même valeur intrinsèque, je dirais qu'ils sont égaux en droit. Donc, Parce que la Déclaration des droits de l'homme de 1948, elle affirme que tous les êtres humains, après leur naissance, ont la même valeur intrinsèque, c'est-à-dire que euh, quasiment il y sûr a que pas c'est de plus précisé hiérarchie. en droit. Non, mais pas que en droit, en dignité, parce qu'elle parle de dignité, la Déclaration de 1948 aussi. Ouais, après, on peut le faire ça, mais ça empêche aucune hiérarchie subjective entre individus, hein. Ou de système de préférence qui met des individus au-dessus d'autres, hein. Bon, Pour moi, la parce déclaration que des droits de moi, je l'homme, pense. elle est pas, c'est pas un truc, c'est pas un principe déontologique c'est pour les sociétés, c'est pas pour un individu. Un individu peut très bien hiérarchiser. Le seul truc, c'est qu'il peut pas faire un système de loi qui hiérarchise les individus ou qui hiérarchise leur dignité humaine. Mais personnellement, tu peux considérer que les personnes en état de mort cérébrale n'ont plus de valeur, même si la Déclaration des droits de l'homme pourrait s'appliquer en partie à eux. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je serais pas d'accord sur le fait qu'ils ont plus de valeur, On pourrait mais bon, euh, c'est un autre débat. enlever le PowerPoint pour qu'on vous voit plus vous, ou bien Yes. passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Ok, je vois que on change On de se slide, représente c'est donc ça, juste. du coup, yes, on a répondu plus ou moins. Sur les zigotes, je sais pas si on peut lancer ce débat-là ou pas. Le débat le plus intéressant, ça me paraît être celui sur la sentience. Donc je sais pas si tu veux lancer le débat sur les Et zigotes. déjà, bah, moi, je pense avoir suffisamment répondu à l'objection des zigotes, notamment en me fondant sur la science contemporaine, sur le fait qu'ils disent que c'est cohérent de Ok, voir les jumeaux monozygotes, comme le fait qu'il y en a un qui naisse de l'autre de manière asexuée après, voilà, yes. c'est dans les 15 premiers jours de la grossesse. Le Zoom Voilà, va ça c'est encore se terminer dans 10 minutes, donc on risque d'en lancer un troisième, hein, si ça coupe, ok, vu que c'est la pas de version problème. d'essai. Bah, il y a quand même le problème que c'est affirmé que deux êtres humains peuvent occuper le même espace. La même position géographique occupée par deux êtres humains, c'est pas quelque chose qui est. Enfin, c'est un pouvoir que Non, 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 logiquement que les humains avaient. parce que dans le modèle proposé par Stéphane Napier, tu aurais un être humain au départ, un seul zygote, et après, tu en aurais un autre qui se détacherait du zygote initial, et que tu aurais du coup un deuxième être humain qui serait créé à partir du zygote Ouais, initial, et là, il serait plus au même endroit, il ouais, serait mais séparé. la Il division commencerait cellulaire, d'exister à partir de là. tu peux jamais savoir qui est l'original et qui est le séparé. T'as jamais ça, donc c'est ok. Qui est Paul? Oui, mais Qui est Paul dans d'accord. les deux jumeaux? Oui, mais attends, attention. Le fait que tu ne saches pas qui est l'original, ça n'implique pas qu'il n'y avait pas d'être humain original. Le fait que épistémiquement, on ne soit pas capable de déceler qui était l'être humain original, qui est venu avant qui, ça n'implique pas qu'il n'y en avait pas un avant. Ouais, mais du coup, c'est un processus où tu n'as pas de distinction et n'importe lequel des deux peut être l'ancien, mais ok, à la Oui, non, limite, c'est juste qu'on on sait pas le déterminer, oui. On ne sait pas le déterminer, mais il y en a forcément un des deux qui l'était. bah, ouais, le principe de la division cellulaire, en général, on n'en distingue pas une copie de l'original, mais après, on peut rester En tout peut-être cas, plus c'est sur ce la que disent science. un bon nombre Et d'embryologistes. pour Mais attends, pour ouais, l'argument du placenta, par contre, j'ai pas vu de réponse. Est-ce que du coup, on est des parties je- je- d'humains je- parce on est plus on est sans notre placenta? tu peux reformaliser l'argument sous forme de prémisse pour que je comprenne bien de ce dont Mais il si s'agit. un zygote est un être humain, alors tout ce que devient le zygote est un être humain. Du coup, c'est le bébé plus son placenta, plus son sac amniotique, plus tout, blablabla. Est un être humain. Et donc, du coup, par Non, exemple, non, je pense et que du coup, on ne je pense serait que c'est qu'une partie absurde. d'être humain. Non, mais je pense que c'est absurde parce que tu vois, il y a des parties de notre corps qui ne,
qui ne sont pas strictement de nous. Par exemple, mes cheveux, si je les coupe, bah, ça fait pas partie de moi. Pareil, le cordon ombilical, Bah quand je le si, ça coupe à fait la partie de naissance, toi. même si ça est grandi à partir de mon corps, ça veut pas dire que c'est moi en tant que tel. Donc, je pense que c'est pareil pour le placenta. Le placenta, il grandit à partir du zygote, mais derrière, au moment de la naissance, il n'y en a plus besoin, et donc c'est une enveloppe corporelle qui est enlevée. En tout Ouais, cas, mais ça, justement, ça empêche pas les. là, tu me donnes un Ouais. argument en disant, bah, si on coupe la main, on dit pas que la main est un être humain, la main coupée. Du coup, on devrait pas dire qu'une partie de l'ensemble placenta plus bébé est un être. On devrait pas dire qu'une partie de ça est un être humain. On devrait dire que c'est le tout, l'être humain. Non, on devrait dire que ce qui grandit au sein du placenta est un être humain. Même si le Ouais, placenta mais est dans ce issu cas-là, de le la zygote sublimation. va donner un truc. C'est un stade qui va donner un être humain et un placenta, mais du coup, c'est un stade antérieur qui peut pas être un être humain. Je vois pas comment tu peux réussir à réconcilier les deux. Non, parce que le zygote, c'est l'être humain euh, allié, on va dire, à une enveloppe préparée pour maintenir l'être humain dans l'existence pendant la grossesse. En tout cas, les embryologistes, enfin, ça leur fait pas peur cette objection du placenta, hein. Les manuels que j'ai cités, ils te disent oui, le zygote Ouais, est un mais être humain si vivant. on revient, si Enfin, on revient sur les citations que tu as données, moi je serais en désaccord avec ton interprétation. Je pense pas qu'on puisse interpréter de ces citations qu'ils disent que l'être humain est. Alors, si tu en remontes quelques-unes, il y en non, a une où j'avais vu que c'était vraiment flagrant. Tac, 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 tac. alors, Hop. tac. Alors, euh, tac, tac, tac. donc, Alors, la fécondation est un point de repère critique. Là, là, là. Un nouvel organisme humain. Tu vois, le fait qu'ils disent organisme humain, déjà, ça, pour moi, ça veut dire qu'ils prennent des précautions pour dire si c'est un être humain. attends, Euh, là, ils le disent, hein. Là, ils le disent. Ouais, Le mais, zygote est le début d'un nouvel être humain, c'est-à-dire un ouais, embryon. mais dire que c'est le début, est-ce que ça veut dire que ça en est un je... Bah oui. à mon avis, les embryologistes, ils disent pour eux, c'est pas notre sujet, c'est le sujet de philosophe, de savoir quand est-ce qu'un être humain débute, et que du coup, ils utilisent ce genre de formulation, mais qu'ils ont. C'est pas Attends, là-dedans. attends. Et d'ailleurs, Savoir on peut faire la recherche de en savoir direct, quand hein, est-ce si je qu'un tape être humain. est-ce qu'un zygote est un humain, je vais tomber sur des trucs de plutôt métaphysiques de comment concilier les deux, hein. Attends, attends. Google, c'est pas pareil que les manuels d'embryologie officiels. Là, je m'appuie sur des sources académiques. Et quand ils disent que c'est le début d'un nouvel être humain, si je te dis je vis actuellement le début de mon adolescence, eh ben, ça veut dire que je suis dans l'adolescence. Donc, Ouais, mais c'est assez clair. je serais pas Ça d'accord. marque le Pour début moi, de chacun de nous en tant qu'individu unique. c'est un usage du terme qui est très large et qui n'a pas vocation à répondre à cette question-là. Et c'est pas pour rien que les arguments en faveur d'une vue conceptionniste ou d'une vue au niveau de l'implémentation ou une autre vue, à chaque fois, tu tombes que sur c'est que des arguments philosophiques. Tu vois, jamais un magazine, un livre d'embryologie va te dire c'est le début d'un nouvel être humain, mais il va jamais argumenter pourquoi c'est le début d'un être humain. Il va utiliser le terme de manière assez vague et avec un peu de largesse. Mais je suis pas convaincu que on aurait l'auteur. Je pense que si on lui demandait vraiment concrètement de se prononcer sur quand est-ce que l'humanité démarre, il te dirait c'est une vaste question et c'est pas. Tu vois, même là, un nouvel être humain se développe. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà un être humain ou le début d'une nouvelle vie? On est d'accord pour dire que c'est le début du développement d'un être humain. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ou d'un futur être humain? Mais c'est pas. Enfin, le fait qu'ils aient Être pas mis humain, au l'adjectif sens futur, je biologique. suis pas sûr que on puisse en conclure grand chose et que c'est des interprétations. Tu fais une interprétation hyper restreinte à quelque chose qui se veut beaucoup plus large. Alors, ces interprétations, David Bonin le fait aussi, Peter Singer le fait aussi, donc peut-être qu'ils ont Ouais, tous tort, hein, mais mais en parce tout cas, euh, ils utilisent être humain dans le sens membre de l'espèce Homo sapiens, et ça, c'est une question biologique, pas une question ouais, mais philosophique. Savoir qu'est-ce qui est membre de telle ou telle espèce, il suffit de montrer que le zygote est un membre, enfin, est un organisme avec de l'ADN humain, génétiquement distinct, ouais, qui mais se développe. ouais, mais justement, Peter Singer, c'est vu qu'il se base sur la sentience, lui, il va te dire, il va complètement concéder sur le plan sémantique, parce que il est en mode, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est la sentience, que ce soit un être humain ou non, on s'en fout, et donc du coup, le débat sémantique n'a pas d'intérêt. Mais ce qu'on peut faire, c'est pour ça que moi, j'ai utilisé aussi le terme de valeur morale pour éviter
de partir une éternité sur le débat sémantique autour de ce qui est un être humain. Mais Moi, je te c'est pour mettrais dire qu'il y a au des défi de conceptions qui trouver un existent. seul philosophe. Essaie de me trouver un seul philosophe pro-choix, pro-avortement qui défend que l'embryon n'est pas un être humain. Les trois que j'ai mis en Je n'ai jamais citation, trouvé. donc Burgess, Hollande et comment il s'appelle? Le dernier. Hop. Il y a là. Alors, bioéthique 2020, je vais juste Ah, faire pardon, je un voulais petit. dire un manuel d'embryologie. Parce Mais que, je ne est-ce que pense tu as pas des que la manuels réponse, tu la d'embryologie trouves qui dans te disent? l'embryologie, en fait. Bah, en fait, C'est si que. tu utilises la définition biologique du mot être humain, tu vas trouver ta réponse dans les manuels d'embryologie. Membre de Ouais, mais l'espèce Homo là, sapiens, ce qui nous c'est une intéresse, définition biologique. c'est pas la définition biologique, c'est que si je te montre une amibe et que je montre Superman et que l'amibe, je dis qu'elle est composée d'ADN humain et que je demande à 100 personnes à qui il faut appliquer la Déclaration des droits de l'homme, je pense que la réponse, elle va être claire et même en leur donnant l'information sur l'ADN. Et que la réponse, ça va être clairement, bah oui, il faut donner des droits, faut appliquer la Déclaration de l'homme, des droits de l'homme à Superman, alors que l'amibe, bah, on s'en fout, quoi, c'est l'amibe. Et donc, c'est pour Parce ça, que, pour moi, l'homme dans la conception, enfin, c'est un concept assez vague et que Superman serait inclus de manière quasi instantanée dans ce que les gens, ils appliqueraient à Superman tous les droits qu'ils appliquent aux humains sans même réfléchir. est-ce que je peux te poser quelques questions sur ta position ou pas? Ouais. On remet les caméras peut-être Euh, pour, ouais, on oui, de toute va façon, là, enlever ça va le. recouper dans une minute, donc je pense qu'on risque de devoir redémarrer le. Tu nous entends? Oui, moi j'aurais besoin de savoir, est-ce que tu penses que l'avortement devrait être légal euh, en toutes circonstances pour n'importe quelle raison invoquée jusqu'à 18 semaines? Alors attends, 2 secondes, parce que j'ai juste le. Sur Twitch, ton truc est parti. Allez, parti. Alors, si. Oui, effectivement, pour n'importe quelle raison. Même pour des raisons de confort D'accord, ou donc pour même des. toi, tu accepterais les avortements réalisés pour des raisons liées à non, mais pour des raisons liées à la sélection sexuelle. Donc, par exemple, dans certains pays, des personnes qui préfèrent avoir des enfants mâles plutôt que des enfants femelles, et s'ils apprennent qu'ils sont enceintes d'une fille, ils vont avorter. Toi, tu penses que ça devrait être légal de faire ça? Je pense que. Alors, pour le coup, ça a des conséquences sur la société à long terme qui fait que si tu avais ce genre de truc, ce serait une mauvaise idée. Euh, mais là, effectivement, il y aurait une conséquence en plus à long terme qui serait sur des humains, qui concernerait des humains sentients. Il y aurait une conséquence négative sur eux. Et donc là, j'aurais probablement un rejet à ce niveau-là. Mais c'est pas pour la vie du fœtus, c'est plus par rapport à Oui, tu aurais, l'impact je sur pense, d'autres êtres humains. un rejet au niveau moral, tu dirais. Oui, alors, est-ce que ce sera un rejet moral? Oui, je pense. S'il y a des conséquences vraiment Oui, négatives, mais donc, oui, tu dirais, oui, ça serait immoral de. on a un petit décalage d'audio, j'ai l'impression. Donc, tu serais non seulement pour dire que c'est immoral, mais tu dirais il faut le rendre aussi illégal? Mais le problème, je pense pas que ce soit possible de vraiment le rendre illégal. Je vois pas trop Pardon? comment, à partir du moment où l'avortement est légal et que la personne, elle peut dire, bah, j'ai envie d'avorter finalement, vu que je ne lui demande pas de justifier ses raisons, je pourrais pas difficilement le rendre illégal. Effectivement, il y a un décalage entre le moment où est-ce que tu poses la question et Donc, Mathieu. donc, du coup, moi, j'ai un Là, cas à te présenter qui est vraiment arrivé. c'est sa connexion Internet est rouge lorsqu'il nous parle. Là, c'est bon? Pour l'instant, systématiquement, lorsque tu prends la parole, on a un problème d'Internet, de lag. Dis-moi top quand j'arrive à 3. 1, 2, 3. 8, 9, ouais, 10 Ouais, secondes de décalage. yes. C'est long, entre le moment où est-ce qu'on l'a dit, puis Je sais pas qu'est-ce qu'on ce qu'on peut peut faire faire. pour la connexion Internet? C'est selon ce que dit Zoom, c'est la petite barre de connexion est rouge. Euh, quand
quand Mathieu nous parle. C'était Et quoi ton pourtant, ça allait connexion est super mauvaise? bien il y a 30 secondes. Ben ouais. Zoom a dit c'est bon, vous en avez fait déjà deux, la troisième, je vous coupe. Il y en a marre, Mais vous c'est bon essayez alors. d'abuser des trucs gratuits, genre. C'est ça Vas-y. qu'il est en train de nous faire. Alors, ta caméra est un peu freeze, mais on peut refaire le test. Redis-moi top à 3. 1, 2, 3. J'ai été encore plus loin. Ouais, j'entends même plus. Ouais, là, ça c'est fini, là. Là, il nous a pas entendu du tout, faut Est-ce rien qu'on te peut dire. tenter avec les caméras coupées? Faut Ouais, c'est essayer. ça, bah, la mienne est déjà désactivée, oui. Mais pour celle de Mathieu. Euh, Je sais même pas s'il est encore connecté avec nous. Peut-être que là, il est plus connecté du tout. Ouais. Si, je suis connecté. Ah, vas-y. Si, Alors, on refait le Vous test du m'entendez? coup. À 3. 1, 2, 3. Ah, Ouais, c'est bon. on a 4-5 secondes. Ça peut le faire à peu 4. près. Ouais. Ouais. On va essayer. Euh, ouais, On une va 4 fois de essayer. seconde, Ça fait des... Faut pas s'étonner si Mathieu coupe la parole à Ergotis. yes. Ergotis, faut pas t'étonner. Mathieu, faut pas t'étonner si Ergo te coupe la parole. C'est ça le truc Il faut ça peut être éviter. assez frustrant assez rapidement. Donc, gardez ça en tête. Donc, il me semble que tu avais des Ok. questions. Bon, Vas-y. je vais remettre. Donc, oui, moi, ma question, c'était est-ce que, du coup, tu penses que l'avortement doit être légal en toutes circonstances, y compris pour des raisons de sélection sexuelle, donc des parents qui voudraient choisir d'avoir une fille plutôt qu'un garçon? Ben, en principe, ça devrait être illégal, mais en pratique, c'est pas faisable. Donc, je dirais que c'est pas, je sais pas trop comment te, ouais, c'est en pratique vu que c'est pas faisable, on le fait pas, mais je condamnerais moralement, en principe, cet acte. Et je pense que la société devrait condamner cet acte aussi. Ou tu le condamnerais pour des raisons liées au sexisme de filles-garçons, mais pas pour des raisons liées au statut moral du fœtus qui, selon toi, n'a aucune valeur morale avant 18 semaines. Bon, je pense que surtout, c'est que tu aurais plein d'êtres humains qui seraient très malheureux si 30 ans plus tard, tu as 60% de filles et 40% de garçons dans une génération. Je pense que ce serait très problématique pour un grand nombre d'individus. Donc, j'aurais tendance à être contre pour ces raisons-là. Ok. Et indépendamment des questions de filles et garçons, est-ce que tu penses, du coup, ta position, elle implique que c'est pas immoral d'utiliser l'avortement comme moyen de contraception, puisque de toute façon, le fœtus, il a aucun statut moral avant ses 18 semaines, et donc on peut avorter autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas un nombre limite d'avortements qu'une femme pourrait avoir dans sa vie. Ouais. Moralement, ouais, je dirais que j'ai un peu de dégoût quand même, mais D'accord. je dirais pas Et que je condamnerais moralement. parce que moi, il y a un cas qui a été rapporté aux États-Unis que je mentionne dans mon livre. C'est le cas d'Alisa Schwartz qui a choisi intentionnellement d'avorter 9 fois d'affilée pour récolter les restes fétaux pour son projet d'art à l'université. Et elle a fait ça successivement 9 fois d'affilée. Et si ta position elle est correcte et que le fœtus n'a aucun statut moral, alors, ce qu'elle a fait, bon, bah, c'est pas vraiment immoral en soi. Elle n'a pas violé le statut moral de quelqu'un en faisant ça. Non, effectivement, je dirais qu'elle n'a pas violé le statut moral de quelqu'un. Je dirais que c'est assez dégueu, de la même manière que quelqu'un qui mangerait ses excréments ne fait pas quelque chose d'immoral, mais quelque chose qui me dégoûte quand même. Je vais mettre à peu près au même niveau. Oui, mais du coup, ça serait un dégoût et un rejet personnel, mais tu dirais pas, non, une telle pratique, ça devrait être illégal. Parce que, Non, non, je serais enfin, pas pour le déjà, rendre tu dis pas illégal. que manger ses excréments, c'est forcément immoral. Non, 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 Oui, non, c'est tu pas... serais pas pour le rendre illégal, mais même, tu pourrais pas dire que c'est immoral en tant que tel, parce que si tu le compares au fait de manger ses excréments, tu penses pas que manger ses excréments, c'est immoral. Effectivement, ouais, j'aurais à peu près le même, même point de vue là-dessus. Ok, très bien. Et est-ce que du coup, en fait, tu sais, il y a beaucoup de pro-choix qui disent je suis pour que l'avortement soit, comment dire, je suis, comment dire, est-ce que du coup, tu penses pas, oui, ta position, elle implique aussi de dire que il n'y a pas de différence morale euh, entre une. Parce que j'ai des cas que je cite dans mon livre, des femmes qui ont eu 33 avortements dans leur vie, c'est répertorié, qui l'utilisent comme moyen de contraception. Et en fait,
il y a beaucoup de gens qui trouveraient ça choquant, même des gens qui sont favorables à l'avortement, qui disent utiliser l'avortement comme moyen de contraception, c'est grave, c'est choquant. Mais ta position qui nie complètement le statut moral du fœtus, elle implique que c'est pas immoral d'avoir avorté 33 fois dans sa vie. Bah, je pense qu'il y a un impact, entre guillemets, où tu vas demander des ressources de la société pour pouvoir avoir accès à ton avortement, notamment dans un pays où la Sécu est remboursée. La Sécu rembourse l'acte. Et que là, c'est un peu abusé que tu profites du système alors que c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Donc en principe, j'aurais un peu de mal avec ça. Mais pareil, en pratique, c'est compliqué de mettre un chiffre en disant à partir de 10, vous n'avez plus le droit, quoi. Mais c'est pareil, ce serait plus pour dire comme quelqu'un qui se casserait la jambe de lui-même pour pouvoir aller à l'hôpital. Je dirais, mais qu'est-ce que tu branles, tu abuses de la société pour en tirer ton plaisir personnel, ce qui n'est pas une chose que je considère comme positive. Je dirais peut-être même que c'est mal moralement quand c'est vraiment, quand c'est beaucoup le cas. Surtout quand il y a des alternatives assez simples comme la pilule du lendemain, la capote. Puis surtout, Ouais. c'est pas fun, donc pour moi, Euh, ça entraîne une espèce de masochisme un peu bizarre parce que des expériences que j'ai pu entendre de femmes qui se sont fait avorter, l'avortement médicamenteux, ça quand même te retourne le bide pendant quelques jours, donc j'ai du mal à voir pourquoi quelqu'un s'affligerait ça 33 fois. oui, ok. Euh, Ben, c'est à peu près toutes les questions que je voulais te poser. Euh, Moi, j'en avais sur Moi, il ta me semble position, mais vas-y. intuitivement que avorter 33 fois, c'est quand même plus grave que d'avoir utilisé de la contraception toute sa vie. Au plan moral, pas juste au plan, ça me dégoûte personnellement, mais au plan moral, je pense que les deux sont pas moralement comparables. Et, Mais effectivement, ta position est cohérente. Si le fœtus n'a aucun statut moral, alors il n'y a pas de différence entre et les deux. tu dis, Donc, ouais, tu dirais que quelqu'un qui prend la pilule du lendemain 40 fois, et que les 40 fois, ça fait un œuf ne s'implante pas. Est-ce que tu considérais que c'est aussi immoral que la personne qui se fait avorter 39 fois ou 33 fois, ça dépend du chiffre que tu veux, mais à 10 semaines? Je sais pas, j'ai un chiffre au pif. Non, parce que je pense que la femme qui prend la pilule du lendemain n'est pas forcément consciente qu'elle est en train de tuer son enfant. Elles sont en général mal informées. On leur dit que c'est un moyen de contraception comme les autres, un peu retardé. Mais elle a pas conscience qu'en prenant cette pilule du lendemain, il y a un risque que ça aboutisse à tuer l'être humain, à Et, l'empêcher de s'implanter. D'ailleurs, pas et toutes les si, et pilules du si- lendemain n'aboutissent à la mort de l'enfant, hein. Tu savais ça? C'est-à-dire que si tu prends la pilule du lendemain 2 heures après avoir eu ton rapport sexuel, ça va empêcher la fécondation et non pas la nidation. Si tu la prends plus tard, oui, ça empêchera la nidation, mais, euh, mais donc ça dépend à quand tu prends la pilule du lendemain après ton rapport et sexuel. Donc c'est pas obligatoire que ça aboutisse à un avortement. si on prend le cas d'une femme qui est consciente de ses choix, qui a le pouvoir magique de savoir si son œuf est fécondé ou non, et qui le prend le lendemain et pas 2 heures après le rapport, et qui du coup, ainsi, elle sait qu'elle a tué 39 œufs et qu'elle a vu ou 40 œufs, j'ai plus quel chiffre j'ai dit, et qu'elle a vu les vidéos de Monsieur Lavagna sur le fait que c'était un être humain. Est-ce que cette femme-là, du coup, elle ferait un acte pire que celle qui en tue 33 à 10 semaines? Je pense que si elle est vraiment parfaitement informée de ce qu'elle fait et totalement lucide dans ses émotions, dans son psychisme, oui, il y aurait moyen. Après, en pratique, je pense que psychologiquement, c'est beaucoup plus dur pour une femme de tuer un enfant plus avancé dans la grossesse parce que justement, elle se rend compte que c'est son enfant, alors qu'au stade du zygote, elle n'en a pas encore pleinement conscience, quoi qu'on en dise. Donc, je Et, pense qu'en pratique, il y aurait quand même une différence et si elle à s'en ce fout? niveau-là. Et si elle s'en fout? À 10 semaines, elle a aucun impact psychologique? Bah, si elle s'en fout, je dirais qu'elle agit de manière clairement immorale. Ok, ouais, mais ce que je veux dire, est-ce qu'elle agit de manière moins pire que celle qui le fait 40 fois avec la pilule du lendemain? Mhm. Ben, en termes de, il faut distinguer l'aspect objectif et l'aspect subjectif. Objectivement, oui, ça serait pire
euh, les 33 fois avec la pilule du lendemain. Et subjectivement, je pense que avoir en face de ses yeux un bébé de 10 semaines qu'on est en train de démembrer par aspiration, il faut il faut avoir une malice morale supérieure de réaliser cet acte par rapport au fait de prendre la pilule du lendemain, Ok. au plan subjectif. Donc voilà Ok. ce que je dirais là-dessus. J'aurais une question à poser sur le principe de symétrie. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu étais d'accord ou pas quand j'en ai parlé? Non, pas forcément. Non. Je Hmm. pense pas que ta vie, que tu cesses d'avoir une dignité intrinsèque dès que tu perds ta sentience. Je pense que les êtres humains qui Non, perdent, qui perdent leur sens se gardent leur pas dignité. forcément cette partie-là. Le principe de symétrie, que, en gros, ce qui donne de la valeur morale à un être, si c'est une propriété, si ça correspond à une propriété de l'être, tu dois avoir une symétrie entre le moment où ça lui donne de la valeur morale et le moment où ça ne lui en donne plus. Euh, Oui, possiblement. Et du coup, Faudrait voir. Moi, je pense que ce qui donne la valeur morale à un être humain, c'est sa nature humaine. Euh, c'est donc et la nature humaine, donc, tu la gardes toute ta vie, donc il n'y a pas vraiment ouais, mais de moment où tu cesses de l'avoir. justement, justement, ma question, c'est quand tu meurs, et c'est quoi? Parce que la mort, c'est pareil, c'est une question qui est pas si simple que ça à répondre. Quand est-ce qu'un individu est mort? Et que, justement, ma question, ce serait, c'est pour toi, quand est-ce qu'un individu meurt, du coup, dans ce cas-là? Et est-ce qu'il y a une symétrie avec la conception, avec le début de la vie? Je, je pense que, enfin, la mort, là, du coup, au plan philosophique, je dirais que c'est la séparation de l'âme et du corps. Je parle pas de l'âme au sens religieux, au sens, non, non, au sens aristotélicien. L'âme au sens aristotélicien, c'est la cause immanente de l'unité de l'être, ce qui unifie l'esprit, le corps et la partie sensible. Donc, je parle pas d'un point de vue religieux, hein. Quand je dis séparation de l'âme et du corps, je parle au sens strictement aristotélicien. Voilà ce que je dirais qu'est la mort. Après, concrètement, comment ça se caractérise? Est-ce qu'on parle de mort cérébrale? Si oui, quels sont les critères? Ça, c'est des questions métaphysiques compliquées sur lesquelles j'ai pas fait énormément de recherches. Je sais qu'il y a Mais plusieurs théories. du coup, Euh, quelqu'un en état de ouais. mort cérébrale, tu dirais qu'il est, qu'on peut le débrancher ou, sachant qu'on aurait une certitude absolue, imaginons. Si quelqu'un est en état de mort cérébrale et qu'on s'acharne à le maintenir en vie de manière inappropriée, oui, je pense que au bout d'un moment, on peut cesser euh, de, de s'acharner pour faire survivre cette personne sur des machines et qu'on peut débrancher et laisser la nature faire, ce qui est très différent que de tuer directement et volontairement. Je pense qu'il y a une différence entre le fait de laisser mourir, laisser la nature faire, entre guillemets, et le fait de porter directement atteinte à l'intégrité physique d'autrui en le mettant à mort Mais par un acte direct et si volontaire. l'avortement, c'était sortir l'embryon, le poser sur une table d'opération et le laisser mourir sur la table d'opération, ça changerait quelque chose pour toi? Non, enfin, au plan moral, ça serait toujours immoral parce qu'il n'y a pas de raison proportionnée de le faire. L'embryon, il est dans son état naturel où il est censé vivre et le retirer, ça le tuerait. Mais je pense que une méthode qui porte directement atteinte à l'intégrité physique d'autrui accroît l'immoralité de l'acte. Ouais, dans les deux cas, Même tu le si débranches des ressources qui sont nécessaires pour maintenir sa vie. Oui, alors pour le malade, je pense que les malades, ils ont le droit aux ressources ordinaires pour être maintenus en vie, à savoir l'eau, la nourriture, l'oxygène, les choses comme ça. Par contre, ils n'ont pas forcément un droit à des ressources extraordinaires qu'on utilise pour parfois pour les maintenir en vie en s'acharnant un petit peu. Et donc, moi, je dirais que on soit embryon ou vieillard, on a tous le droit aux ressources ordinaires pour nous maintenir dans l'existence. Donc, l'embryon, c'est le ventre de sa mère, et la personne sur le lit d'hôpital, ça va être de l'eau, de la nutrition, des choses comme ça et que voilà, on peut pas retirer ces choses-là. Y compris dans un Par état de mort contre, cérébrale. ce qu'on peut faire, c'est de quoi? Y compris dans un état de mort Concur- cérébrale, du coup. Oui, on continue à nourrir et à hydrater, juste au moins ces soins basiques. Et après, le reste, s'il y a des soins extraordinaires, là, effectivement, on peut les cesser, sinon ça Ouais, serait mais s'acharner. pour un individu en état de mort cérébrale, il peut le rester longtemps. Enfin, si tu le maintiens en vie suffisamment longtemps, il y a des cas où justement, quand tu fais que les débrancher, il y avait eu un scandale, je me rappelle plus, c'était un fait divers, enfin, je retrouve ça, mais où la personne, elle met des semaines à mourir, parce qu'ils l'ont débranchée et qu'en réalité, elle ne meurt que parce que elle meurt de faim, littéralement, ou de soif. Sauf que sans bouger et mourir de soif, ça prend longtemps, quoi. Oui. Je pense pas qu'on doit laisser les patients mourir de faim et de soif sur leur lit d'hôpital. Je pense que la nutrition et l'eau, ce sont des soins primaires et donc ils doivent toujours être donnés. Ouais, donc Et qu'après, il il faut aurait, laisser voilà, la il nature aurait faire fallu et la pas maintenir en s'acharner pour vie. qu'ils...
Du coup, cette femme-là, il aurait fallu la maintenir en vie potentiellement pendant 10 ans, même si elle était en état de mort cérébrale. Ah, mais attends, tu survis pas 10 ans comme ça en état de mort Euh, cérébrale, juste par hydratation et eau. Ça veut dire. Enfin, ou alors si tu as des contre-exemples, ça m'intéresse, mais Bah, en après, pratique. on n'est pas, enfin, même, on peut regarder juste d'un point de vue purement hypothétique, mais du coup, c'est un peu la transition, sans vouloir, je vais aller sur une transition sur un autre cas. C'est que, est-ce que tu dirais, donc là, pour le coup, on part en mode full hypothétique, hein, je prétends pas que ça existe dans le monde réel, mais imaginons, une femme est enceinte d'un embryon, elle a une maladie particulière qui fait qu'elle meurt, pour une raison X ou Y, on arrive à sauver l'embryon, mais dû des circonstances très extraordinaires de la mort et de l'embryon, on se retrouve à un stade où l'embryon, il va garder sa forme d'embryon pendant à peu près 18-20 ans, on va dire. Mais je pourrais monter à 80 pour être égal à l'expérience de vie d'un humain. Est-ce que du coup, cet embryon, il aurait un droit aux ressources de sa famille ou de la société si sa famille n'a pas les ressources ou qu'il n'a pas de famille. Est-ce que cet embryon, sachant qu'il restera embryon pendant 80 ans, partons là-dessus, est-ce que du coup il a un droit à ses ressources? Est-ce qu'on n'a pas le droit du coup, de le laisser mourir de soif ou de faim Pense qu'il a le droit aux ressources ordinaires pour le maintenir dans l'existence. Et donc oui, on doit pouvoir le nourrir et l'hydrater, même si ça dure des Donc dizaines pendant d'années. 80 ans, il a le droit aux ressources de sa famille, même si ça demande plus que ça, si ça demande des ressources équivalentes à ce que demande un bébé. C'est-à-dire, Un embryon, il ne peut pas consommer de ce que demande un bébé ouais, en mais termes de ressources. restons dans un cas purement hypothétique où pour le maintenir en vie, il faut dépenser 1000-1500 balles par mois pour maintenir un bébé. Est-ce que là, dans ce cas-là, il aurait le droit aux ressources de ses parents? En fait, il faut voir si justement comment dire, si ces ressources peuvent lui être données sans causer de grave tort à l'ensemble de la famille. Donc, il faut prendre le bien commun. Ouais, Si mais le bien commun est capable de lui offrir ses soins primaires, eh bien, il faut le faire, il faut les maintenir. C'est comme ce que, tu vois, imagine, tu as plein de malades et que tu n'as pas assez de lits d'hôpitaux. Bah, forcément, il y a certains que tu pourras pas, tu sais que tu pourras pas soigner tout le monde. Et pour autant, tu leur fais pas une injustice parce que tu as choisi de sauver certains et pas d'autres. Donc là, si ça coûte vraiment trop cher, ça coûte des milliers d'euros de nourrir cet embryon, ce bébé pendant des dizaines d'années et que derrière, bah, les autres membres de la famille, ils en subissent les conséquences, bah, dire je vais assurer, comment dire, l'état minimal au niveau nutritionnel de mes autres enfants, même si j'anticipe que malheureusement, cet embryon, il va finir par mourir. C'est pas pareil que commettre un meurtre direct à l'égard de cet embryon. ouais, mais regarde, on a un être humain a le droit dans les sociétés actuelles, il a le droit aux ressources de ses parents pendant au moins les 16 à 18 premières années, selon où tu places le marqueur. Et que ne pas subvenir aux besoins de ses enfants, et que ça va plus loin que juste la bouffe et l'eau. Si l'État considère que tu fais quelque chose d'illégal, et je pense que la plupart des gens considéraient que c'est immoral. Si tu en as la possibilité. Si tu as la possibilité de subvenir aux besoins de tes enfants et que tu le fais pas, alors là, oui, tu es Ouais, condamné mais par l'État pour négligence parentale. Mais si tu n'en as pas la possibilité parce que tu n'as pas assez de ressources, d'argent pour nourrir tout le monde et que malheureusement, bah, il y a un enfant qui finit par mourir, l'État, il ne peut pas blâmer le couple des parents s'il est en manque de ouais, ressources. mais Ou alors c'est à l'État d'aider à donner ses ressources pour subvenir aux besoins de la famille. si le père est encore là, qu'il est de classe moyenne, est-ce que et qu'il a des déductions d'impôts qui vont avec, et que du coup il peut se permettre de dépenser 1000 € pour un enfant, de la même manière que s'il avait été père célibataire, il aurait pu avoir les ressources d'élever cet enfant. Est-ce que du coup dans ce cas-là, il doit dépenser, ça va avoir un impact significatif sur son pouvoir d'achat évidemment, mais est-ce que du coup il doit dépenser au moins une somme à peu près? Est-ce qu'il aurait, si pour maintenir en vie cet embryon, il y a une somme équivalente qui est nécessaire, est-ce qu'il a un devoir d'utiliser cette somme pour maintenir cet embryon en vie? Ah, là, je sais pas, mais de toute façon, c'est des cas qui ne peuvent pas arriver, qui sont contraires à la nature de toute manière. Ouais, Donc, ce qui mais nous intéresse, et nous, c'est des cas qui sont conformes à ce que la nature peut donner. Donc, si tu me donnes des cas
qui implique 40 000 ramifications qui sont ultra farfelues au point de maintenir des embryons en existence Ah, pendant 80 ans avec 1 000 € par mois ou des trucs comme non, ça, mais ça n'existe pas dans la réalité. c'est pas ultra farfelu. Regarde, t'as un homme de classe moyenne avec la femme qui meurt, ça, je pense pas que ce soit farfelu. Le seul truc farfelu, c'est on imagine un embryon qui arriverait à rester en vie en dehors de la mère, mais qui serait bloqué au stade d'embryon pendant des années. C'est la seule partie farfelue. Le fait que pour arriver à ça, ça nécessiterait une machine qui le maintiendrait en vie, mais que cette machine coûterait une quantité d'argent significative, qui impacterait le pouvoir d'achat du père. Tu vois, ça, c'est pas si farfelu. N'importe quel père célibataire dépense ça pour un gosse. La seule partie farfelue, c'est qu'au lieu d'avoir un gosse, tu as un embryon dans une machine qui coûte de l'argent. Oui, mais toi, tu penses que si c'était pour un gosse de 2 ans qui était à la place de l'embryon, est-ce que tu penses que le père aurait le devoir moral de le maintenir Alors, jusqu'à 80 si ans, j'étais à avec la cet place enfant de de 2 ans? l'embryon, je pense pas que c'est une phrase qui ait du sens. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans l'embryon avant qu'il commence à Non, être mais sentient. non, non, je te parle pas de l'embryon. Je te parle d'un enfant de 2 ans. Tu Ouais. remplaces l'embryon par un enfant de 2 ans dans ton expérience de pensée. Et il est maintenu, voilà, comme ça, pendant 80 ans. Est-ce que tu penses que le père aurait le devoir moral de subvenir à ses besoins? Ouais. Ouais. Oui, Bah, bah, quand t'as un enfant handicapé qui a des maladies graves, le père doit absolument. subvenir à ses besoins, mais payer les factures médicales, ça, il n'y a pas de problème. Et comme moi, je considère que l'enfant à naître a la même valeur intrinsèque que l'enfant de 2 ans, qu'il n'y a pas de différence de statut moral entre le fœtus et le nouveau-né ou l'enfant de 2 ans, eh bien, les mêmes critères que toi t'appliquerais à l'enfant de 2 ans, je les applique au fœtus. Oui, donc Donc, oui, du coup, ça c'est s'appliquerait oui, de la il même façon. devrait dépenser. Oui, 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 oui. Ok. Ouais, ça me paraît étrange justement, c'est que on donne de la valeur aux êtres humains et du coup, c'est une conclusion qui me paraît très étrange. Mais ok. Paraît étrange parce que dans ta théorie mentale, tu ne considères pas que le fœtus a le même statut moral que le nouveau-né. Oh, je pense que même si on, alors là, on l'a pas sous la main, mais si on regarde pour beaucoup de non-religieux, je pense qu'ils vont te dire que si ça reste un embryon et que tu tues le potentiel à devenir un être humain, avec l'expérience que j'ai donnée, parce que c'est le but de mon expérience de pensée quelque part, il te dirait, bah non, du coup, il a plus de valeur, tu peux le laisser mourir parce que ça ne deviendra jamais un être humain. Et, Mais là, dans ton expérience de pensée, il deviendra un être humain. Enfin, il est déjà un être humain et il pourra bah, finir par alors, grandir. en tout cas, ou alors, soit ils te diront il n'aura jamais de valeur morale et qu'ils te diront que c'est son potentiel, soit c'est son potentiel. C'est souvent, c'est avec des gens qui vont te dire que c'est son potentiel qui lui donne de la valeur morale à un instant T, et que vu il n'a pas le potentiel de devenir un bébé, bah du coup il n'a pas de valeur morale. Oui, mais dans ton expérience de pensée, il allait devenir un bébé de fait au bout d'un certain nombre d'années. Non, 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 il reste bloqué à l'état d'embryon, là dans mon exemple. Oui, mais tu disais que c'était pendant un certain temps et qu'après, il allait pouvoir grandir normalement. Ah non, 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 il reste bloqué éternellement à l'état d'embryon. Je me suis peut-être mal fait comprendre, mais je Ok, voulais dire ça. bon, j'avais pas compris ça. Mais du coup, toi, tu dirais que même si un enfant de 2 ans, il reste bloqué éternellement dans cet état-là, le père aurait Bah, l'obligation de subvenir à ses besoins s'il reste éternellement. bloqué à l'état de gamin de 2 ans. Ouais, Oui, oui, bah oui. d'accord. Ok, bon, voilà, très bien. Tes propres critères que tu appliques aux gamins de 2 ans, je les applique au fœtus parce que, comme mes arguments, ils présupposent que tous les êtres humains ont le même statut moral, ont la Et même dignité. du coup, moi Donc, j'avais une autre question. Je crois qu'on t'a posé une expérience de pensée à peu près similaire avec la clinique de fécondation in vitro en flammes sur un débat Scholasticus. Moi, du coup, ouais. vu que j'avais vu tes réponses, je vais proposer une variante. Euh, Imaginons donc cette clinique. Cette clinique, on va dire qu'elle elle est particulièrement efficace et que 100% des embryons peuvent devenir des bébés. Soit un embryon par femme, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire 5 ou 6. Donc, postulat numéro un. Et le deuxième, l'enfant. Donc, tu as le choix entre sauver une boîte d'embryons et un enfant des flammes. Et tu avais répondu que tu sauverais l'enfant parce que l'enfant avait une capacité à les souffrir. Et du coup, bah, juste pour ça, je vais rajouter que cet enfant, il est sous anesthésie générale. Peut-être que tu veux présenter le cas initial avant de présenter ton Allez, cas je modifié. Comme présente ça, le je cas donne ma. initial pour les gens, t'as raison. Donc, le cas initial, normalement, c'est il y a une clinique de fécondation in vitro qui fait hôpital aussi, qui est en flammes.
on a le choix entre sauver une boîte, une glacière qui contiendrait 10 embryons, ou de sauver un gamin, ou même un adulte, peu importe. Et qui est-ce qu'on sauve? Voilà. Et donc là, moi, ma réponse, parce qu'en gros, le but de cet argument, c'est de dire que si on choisit de sauver le gamin plutôt que la boîte de 10 embryons, c'est qu'on est incohérent parce qu'on considère que la vie du gamin a plus de valeur que la vie des 10 embryons qui, selon la position de Crovy, sont des êtres humains. Et donc, on devrait, si on était cohérent, choisir de sauver les 10 embryons. Je réponds à cet argument que le fait qu'on soit spontanément amené à sauver un être humain particulier plutôt que d'autres ne montre pas que ces êtres humains en question qu'on choisit de ne pas sauver ne sont pas des personnes. Par exemple, si moi on me demande de sauver mon propre fils d'un incendie ou de sauver trois autres enfants inconnus, eh bien le père de famille que je suis sera spontanément amené à sauver mon propre fils. Mais cela ne signifie pas que ces autres enfants inconnus ont une valeur intrinsèque inférieure à celle de mon fils. J'ai simplement plus d'attachement affectif pour mon propre enfant, d'où ma préférence de le sauver en Ouais, priorité. mais si... Et de même, il faut prendre... Ça c'est une des raisons différentes. Il y a aussi l'autre raison différente, c'est la souffrance. Dans l'expérience de pensée de l'incendie qui va brûler les 10 embryons ou alors l'enfant de 3 ans, eh bien, l'enfant de 3 ans, s'il brûle, il va souffrir atrocement, alors que les embryons, s'ils meurent dans le feu, ils vont pas beaucoup souffrir, enfin, ils vont pas souffrir du tout. Et donc, sauver l'enfant de 3 ans, ça cherche à minimiser la souffrance générale dans cette situation. Donc, de même, s'il y avait un enfant de 3 ans et 10 adultes dans un coma irréversible où ils peuvent rien ressentir, je choisirais de sauver l'enfant de 3 ans par rapport aux 10 adultes qui sont dans le coma et qui peuvent rien ressentir au niveau des brûlures. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et je dirais aussi que le dernier facteur, c'est que les embryons qui sont en boîte, ils ont peu de chances d'atteindre l'âge adulte. Et il y a peu de chances qu'ils soient un jour tous implantés pour pas venir jusqu'à l'âge adulte, alors que l'enfant de 3 ans, bien sûr que si, il a une grande chance d'atteindre l'âge adulte. Donc, en tout cas, il y a plein de différences entre qui peuvent nous porter à sauver l'enfant de 3 ans plutôt que les 10 embryons dans cette expérience Mais de pensée. attends, si tu as d'un côté 10 individus sous anesthésie générale et de l'autre côté un individu normal qui est réveillé, dans lequel t'es pas, c'est ni ta fille, ni ton fils, ni qui n'est pas lié à toi, là, dans ce cas-là, tu vas sauver le gamin plutôt que les 10 autres gamins qui sont sous anesthésie générale? Absolument. Il y a un chiffre où ça change ou pas? Si je dis 100, est-ce que tu maintiens la même position? Bah, c'est toujours le fameux problème des stories, c'est-à-dire que tu ajoutes des Mais chiffres bon, qui après, t'étendent la limite vers l'infini. Oui, oui, mais je te, toi je te aussi, tu peux demande avoir pas des le problèmes point, comme je te ça. demande pas le point où ça change, hein. Je te dis, est-ce que 1 million, par exemple, tu dis, bah non, là j'ai la position inverse, même si tu sais pas à quel point ça change, hein. Je te demande pas de résoudre le Euh, paradoxe de Saury, je te dis oui, juste, probablement. Oui, probablement au bout d'un certain temps, si j'ai une ville entière qui est sous anesthésie générale et un enfant de 3 ans qui va mourir brûlé sans anesthésie, oui, effectivement, là, le mais dilemme, il peut se renverser. Mais voilà, je dirais que si tu as 10 personnes sous anesthésie générale euh, et un enfant, ce qui n'est pas sous anesthésie générale, je choisis de sauver l'enfant, comme ça, il n'y aura pas de souffrance dans cette situation. sans, ça commence à rentrer dans la zone grise ou c'est encore loin de la zone grise et c'est encore celui qui va souffrir? Ça prend un Faudrait que j'y certain temps quand même, réfléchisse. sauver 30 personnes. Ouais, enfin, avec toutes les précautions oratoires qui Ouais. font que tu es dans un cas hyper particulier qui fait que tu peux, blablabla. Oui, oui, peut-être je sauverai 30 personnes. En fait, c'est compliqué de dire ça comme ça en 2-2. Je pense que c'est presque indécidable. Après, tu as de la pitié envers le pauvre enfant qui va hurler, et ça te ferait peut-être changer d'avis face aux 30 personnes qui vont juste ne rien ressentir. Et en plus, attends, d'un point de vue chrétien, vu que moi je crois qu'il y a une vie éternelle, tu vois, je suis pas forcément amené à maximiser le nombre de personnes sauvées. Ah, mais Tu vois. Donc, moi, je trouve pour ça moi, dingue. Moi, tu mets un dilemme du tramway avec même un facteur 10. Je trouve ça énorme de dire on préfère, je préfère. Non, le tramway, c'est autre chose. Le tramway, je réponds Alors, autrement. oui, là, t'as pas de bouton appuyé, donc le tramway, tu Ouais, dois ouais. tuer quelqu'un, mais là, c'est là où c'est un peu différent, je suis d'accord. Mais le fait de sauver, si tu dois sauver, dire je sauve une personne plutôt que 10 et j'en laisse 10 mourir, voire 20, voire 30, je trouve, waouh, ok. Et donc, du coup, j'imagine que tu appliques la même chose pour les embryons. Oui. Et Oui. si, attends, entre, du coup, Non, non, bah, alors, attention, ouais, attention. Ça, c'est que un des critères. yes, attends, Il faut prendre les critères collectivement.
Je précise Donc, du coup ma question. C'est que entre 10 embryons oui, et un enfant sous anesthésie générale. entre 10 embryons et un enfant sous anesthésie générale, c'est une bonne question. Je pense que il y a aussi mon critère du fait que les embryons ont peu de chances d'atteindre l'âge adulte, qui va venir qui doit être pris en compte. Et il y a aussi peut-être l'attachement affectif qui va être pris en compte, c'est-à-dire que spontanément, on a tous plus un attachement affectif envers un enfant de 3 ans qu'envers 10 embryons. Et donc, par affection, j'aurais plus tendance à sauver l'enfant de 3 ans, même si je considère que intellectuellement, ils ont tous la même valeur, Ouais, et la mais même dignité. tu vois, Ils sont dans leur maman, les embryons? non, non, ils sont dans une glacière. Mais alors, D'accord. j'ai deux façons que je pourrais répondre à ça. C'est déjà, je crois que c'est soit quoi, 60% le taux de réussite? Je me rappelle plus. De réussite de quoi? Le taux de réussite d'un embryon, le fait qu'il devienne un bébé dans le cadre d'une fécondation in vitro. Ah, dans le cas d'une fécondation in vitro, c'est moins. Donc, ce qu'ils font dans les cas de fécondation in vitro, c'est qu'ils en mettent 6 ou 7 et qu'il y en a eux que un seul sur les 6 ou 7 Donc, qui finit par s'implanter dans l'utérus de la donc mère. c'est quoi? Un cinquième, allez, on arrondit à 20% pour le principe. Oui, oui, Voilà. Du 15-20%, oui. coup, du coup si t'en as 10, allez, bah du coup, je vais monter à 100 embryons. Du coup, tu sais que t'en as 20 qui vont devenir des bébés. Et de l'autre, t'en as à peu près 20 qui vont devenir des bébés. Et de l'autre, tu as un enfant sous anesthésie générale. Est-ce que du coup, tu sauves la glacière d'embryon? Il y a moyen. Il y a moyen, c'est-à-dire. Mais oui, je pense que oui. Je pense que je sauve là, du coup, la- les Ok. embryons. Donc, En supposant que j'ai aucun attachement, aucun lien familial à l'enfant ou des choses comme ça, ou je le connais pas, que c'est un inconnu, ouais, ouais. et qu'il est sous anesthésie générale, c'est-à-dire qu'il ressent aucune douleur. On est d'accord. Ouais, je pense que du coup, je sauverai la boîte des 100 embryons en sachant qu'il y en aura 20 d'entre eux qui deviendront des adultes. Ou si je mets 5, si on pourrait garder sur l'histoire des 10, si pareil, si on a 50 embryons et donc du coup que t'en as que 10 qui vont même Oui, aussi. même chose. Aussi. Ok. Ok. Mais tout ça, en fait, j'aimerais dire que ces expériences de pensée, de savoir qui on sauverait dans telle ou telle circonstance, ça montre pas que ceux qu'on ne sauve pas, on les considère comme ayant une valeur intrinsèque moindre. Parce qu'il y a plein d'éléments autres qui rentrent en compte, à savoir l'attachement affectif, la souffrance possible, et les choses comme ça, donc la potentialité d'atteindre l'âge adulte. Donc voilà, c'est l'expérience de pensée, en fait, elle montre pas que le profil il est incohérent dans sa considération de l'égalité ontologique entre tous les êtres humains, indépendamment de leur stade de Mhm. développement. Et du coup, dernière situation hypothétique, dans le cadre d'une femme qui aurait un utérus difforme, qui la rendrait complètement stérile, dans le sens où les œufs pourraient être fécondés mais ne pourraient jamais s'implanter. Est-ce que si elle n'a pas de méthode de contraception, est-ce que au cours de sa vie, il y aura un moment donné où il faudrait qu'elle aille en prison parce que elle a fécondé une dizaine d'œufs dans sa vie, donc elle aurait commis 10 meurtres par homicide, enfin 10 homicides volontaires ou non, peu importe. Attends. Une femme qui a un utérus, ouais, tu peux répéter? Alors, Elle est comment son utérus? un utérus déformé, du coup, qui fait qu'il n'y a pas de nidation possible. Ça existe ça? T'as des cas d'endométriose où c'est extrêmement faible que la nidation se produise. Il n'y a pas de nidation possible du tout et elle choisit quand même d'avoir des rapports sexuels et de tomber enceinte plusieurs fois. Bah, Euh, c'est surtout c'est qu'elle choisit et de le faire sans se protéger, donc de temps en temps, ça va arriver, quoi. oui, oui, bah, je dirais elle fait pas quelque chose qui est immoral parce qu'elle n'a pas l'intention de tuer ses enfants. Il y a un dysfonctionnement dans son corps qui fait qu'elle a du mal à implanter, mais peut-être que voilà, elle peut espérer qu'il y qu'elle arrive à implanter une fois et Ouais, qu'elle en guérisse. Et donc, elle fait rien de mal en s'engageant quand même dans un rapport mais, sexuel parce que c'est pas elle qui tue directement et volontairement son ouais, enfant. mais Sa mort au est cours une de sa, conséquence au cours secondaire de non sa voulue. vie, alors qu'elle est au courant qu'il y aura jamais de nidation, ou très très peu, elle va tuer plein d'ovules alors qu'elle pourrait juste prendre la pilule ou utiliser la capote.
Ce serait Moi, peut-être je suis même pour un la des rares cas contraception où pour d'autres l'Église raisons. accepte la contraception, d'ailleurs. Ce qui serait rigolo. Non, pas exactement. Non. Ça va Même couper là, je dans pense 30 secondes, que... par contre, le Zoom. Ouais. Je sais Attends, pas si tu veux hop, changer maintenant, avant que tu ça m'envoies coupe. un dernier lien. Ouais. Vas-y, on remet fin. Finalement, Zoom, c'était pas si pratique. Hop, toc, on envoie ça, blablabla, rejoindre audio. On va envoyer ça copier le lien d'invitation. Faire rejoindre l'audio. Bon, bah ça va me faire du montage, ça. Il a pas Discord. Si, il a Discord, mais ça plante chez lui, Discord. Ok. Bon, on essaie de pas durer encore trop longtemps parce que moi Non, je de vais toute devoir façon, y aller là, après. on approche. Là, tu vois, là, c'était ma dernière question de est-ce que. Enfin, après, j'ai une question qui va être plus une question de conclusion. Mais. Ok. Donc tu peux répéter. Oui, donc je disais que cette femme, si elle sait à l'avance que ça va échouer, la conception va échouer et que ça va aboutir à la mort d'embryon, je pense que prudentiellement, elle ferait mieux de ne pas s'engager dans un acte sexuel mais je dirais jamais qu'elle doit être punie légalement pour ça parce que elle n'a pas commis de meurtre direct et intentionnel. La Bah, mort de l'embryon est une conséquence secondaire non voulue liée à une déficience de son utérus et non pas à sa volonté de le tuer. ouais, mais si j'entreprends une activité régulièrement qui a 90% de chances de tuer un être humain, par exemple, si je fais des rodéos urbains, et que avec un taux de mortalité encore plus élevé que les rodéos humains réels, on est, tu vois, on dirait, et surtout si je le fais pendant 10-20 ans, on est sûr à 80, d'un point de vue statistique, on sera à peu près sûr à 99% que j'en aurais tué au moins un ou deux dans ma vie, et que si je suis au courant de ce fait, et que je suis au courant Je quand je pense que les du tue, coup, oui, oui, tu vois, peut-être que cette femme aurait effectivement l'obligation morale, ou en tout cas, elle devrait moralement s'abstenir de relations sexuelles dans ce cas. Mais je dirais jamais qu'elle doit être punie légalement pour ça. À la limite, on peut dire que si elle le sait vraiment que ça va aboutir à la mort, elle fait quelque chose d'immoral en s'engageant dans un tel acte. Mais je dirais pas mais enfin, pourtant qu'elle devrait aller en tu prison pour vois, ça. normalement, la justice, alors, c'est pour la justice américaine, mais j'imagine que la justice française, c'est ça, c'est que normalement, la condamnation, elle est quand tu es au-delà du doute raisonnable, le niveau de condamnation. Enfin, le niveau de preuve doit t'amener à une position au-delà du doute raisonnable, et que là, on est au-delà du doute raisonnable qu'elle a tué, au moins tué un embryon, ou un Oui. zygote. Non, elle l'a pas tué. Je refuse l'idée qu'elle l'ait tué parce que la mort de l'embryon résulte non pas d'un acte direct et intentionnel de sa mère qui le tue, mais d'une déficience corporelle liée à la malformation de son utérus qui empêche l'implantation. Mais c'est pas quelque chose qui est intentionnellement voulu et désiré par la mère. C'est une déficience de son corps qui aboutit à cette conséquence. Et donc, c'est pas du tout pareil que commettre un meurtre direct et volontaire comme dans l'avortement. Ouais, je serais pas. Pour moi, on rentrerait dans des considérations où tu sais que ton activité a de grandes chances d'entraîner la mort d'un être humain et que c'est juste que tu sais pas quand ça le fait. C'est un peu comme si tu jouais à la roulette russe dans ton salon et que tu savais pas quand tu tuais quelqu'un, mais que tu savais que si tu le répètes suffisamment de fois, tu as 99% de chances de tuer quelqu'un au cours de ta vie. Tu vois, quelqu'un sur un ordinateur, ça pourrait être un exemple intéressant. On imagine un jeu en ligne où tu as une espèce de roulette russe et tu cliques sur le bouton et à chaque fois que tu cliques dessus, tu as, allez, 50% de chances que quelqu'un meure dans le monde. Mais tu trouves ça très rigolo d'appuyer sur le bouton parce que c'est associé à plein de petites lumières et plein de petits jeux vidéo intéressants. Si t'appuies, est-ce que tu dois aller en prison si t'appuies 100 fois sur le bouton? Ça, oui, parce que la mort de ces personnes
elle est provoquée directement par un agent, par quelqu'un, mais dans le cadre de la grossesse, c'est lié à une déficience de l'utérus qui empêche l'implantation. Et donc, c'est pas un meurtre direct et intentionnel, comme dans le cas où j'appuie sur un bouton, donc je fais une action directe qui aboutit directement à paf, l'exécution de la Ben, personne. Là, effectivement, ouais, ça là, serait immoral, ça elle serait une mène un déviance. acte. Mais je suis d'accord non, mais je suis d'accord avec toi pour dire que cette femme, si elle sait tout ça, elle devrait s'abstenir de relations sexuelles, hein. La question de la peine légale, de la punition légale, c'est quelque chose de différent, parce que ça prend en compte plein de facteurs, Bah, les si c'est facteurs des êtres humains, c'est un psychologiques. meurtre. Les... Si c'est un être humain au même niveau, c'est un Oui, meurtre. Et donc, mais du coup, ça non, mais devrait être attends, illégal. oui, mais C'est ton attention, argument. je suis d'accord, même si on admettait que c'est un meurtre, euh, pas que tous les meurtres doivent être punis de la même manière dans la loi. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui commet un infanticide à l'égard voilà, d'un enfant de quelques mois, dans la loi, il n'est pas puni aussi sévèrement que quelqu'un qui tue un adolescent. Tu savais ça? Pas Et spécialement, pourtant, les mais. deux sont des êtres humains qui ont le même droit à la vie, tout ça. Donc, les peines légales, c'est quelque chose de très distinct de la morale. Ouais, mais Ça regarde, n'a rien à voir. c'est que Donc, là, on serait au minimum dans un cas d'homicide involontaire, parce que tu sais pas quand tu le tues, ou de comportement dangereux et entraîner la mort d'autrui. Ce qui serait. oui, mais en fait, il faut distinguer le comportement dangereux. euh, comment dire? Là, elle fait un comportement naturel en s'engageant dans une relation sexuelle. Elle fait pas quelque chose de une action qui serait contre nature et qui tuerait autrui. Elle Ouais, mais s'engage dans un acte et malheureusement, elle sait que très probablement, ça aboutira à l'échec de l'implantation. Mais elle n'en a pas le désir, elle n'a pas l'intention de tuer son enfant, elle espère très fortement qu'il va finir par s'implanter. mais même si Je elle dirais espère pas et qu'elle que s'en fout. même si on peut dire que c'est immoral, on ne peut pas comparer ça au meurtre direct et intentionnel d'une personne innocente. Ouais, au contraire, moi ça me paraît plutôt comparable, mais ok. Et du coup, vu qu'on arrive à la fin, j'avais juste une dernière question, c'est que est-ce que là de notre discussion, entre les réductions entre guillemets, ou en disant les conclusions logiques de nos positions respectives, est-ce que tu penses d'un point de vue non religieux, lesquelles sont plus difficiles à accepter? Les miennes ou les tiennes? Juste comme ça. Bah, moi, je pense que la tienne est hyper difficile à accepter parce que ça implique de dire que le fœtus avant 18 semaines n'a aucun statut moral et donc qu'on peut le tuer pour n'importe quelle circonstance. On peut le tuer parce que on a envie, on préfère avoir un beau ventre pour aller à la plage l'été, on n'a pas envie d'être trop grosse. On peut le tuer comme le cas d'Alisa Schwarz que j'ai cité tout à l'heure, pour récolter les restes fétaux et faire un projet d'art à l'université pour ça, c'est déjà arrivé. Toi, ta position, elle implique que de telles actions ne sont pas immorales. On peut avorter pour n'importe quelle raison, en toutes circonstances, tant qu'on ne dépasse pas la limite des 18 semaines. Et ça me semble tout simplement insoutenable. Ta position, elle implique aussi que l'avortement est moralement comparable à la contraception, et que les seules différences là-dessus, elles sont au niveau économique, que l'avortement coûte plus cher à l'État, mais qu'au plan moral, c'est strictement la même chose jusqu'à 18 semaines. Et j'ai montré à quoi ressemblait un fœtus à 18 semaines. Donc pour moi, même si j'étais non-croyant, ta position me semblerait beaucoup plus choquante que la mienne, qui est d'essayer de résoudre des dilemmes moraux sur des boîtes d'embryons qu'on sauve. Enfin, un peu... Voilà, Ouais, donc bah, ouais, pour le coup, je serais je- complètement en désaccord et je dirais que accepter la conclusion qu'il faut sauver une boîte d'embryons, une boîte de 50 embryons, plutôt qu'un enfant sous anesthésie générale, je pense que c'est une condition, il faut que tu précises toutes les conditions. Il faut que tu précises dans toutes les les conditions. conditions données. Donc, c'était juste qu'il est sous anesthésie générale, que le bâtiment est en flammes et que tu peux sauver que soit la glacière, soit l'enfant sous anesthésie générale. Et que on est parti sur le à peu près 20% des embryons deviendraient des êtres humains. Donc, c'est pour ça qu'on a pris 50, comme ça fait 10 contre 1, comme dans l'hypothèse de pensée originale. Et que du coup, dans ce cas-là, je considérais ça plus extrême. Mais c'est pas une conséquence logique de ma position, c'est-à-dire qu'on peut être tout à fait pro-vie et reconnaître la dignité égale de tous les êtres humains, embryons ou non, et répondre différemment à ces dilemmes moraux, à savoir qui est-ce que je sauve, est-ce que je sauve l'un plutôt que l'autre. Ça dépend vraiment de notre subjectivité, aussi de qu'est-ce que je fais dans telle situation, est-ce que j'ai plus d'empathie pour le petit enfant de 3 ans ou des choses comme ça. Ces Ah, mais réactions-là, elles sont aussi, comment dire, elles sont liées à des circonstances, elles sont émotionnelles et elles n'impliquent aucunement
qu'il y ait une différence de statut moral entre le fœtus et l'enfant de 3 ans. Ouais, mais justement, c'est la conclusion logique du fait que c'est affirmé que c'est un être humain. Tu vois, quelqu'un qui affirmerait que c'est un être humain potentiel et que c'est pour ça. Quelqu'un qui serait non religieux mais qui serait contre l'avortement parce qu'un embryon est un humain potentiel. Du coup, les exemples que j'ai donnés sur celui qui resterait embryon éternellement ou sur l'ensemble de la clinique en flammes, il te dirait ben, je privilégie l'humain réel aux humains potentiels. Tu vois, ils auraient pas, Mais ils il auraient ferait une pas faute. cette hypothèse-là. Mais ce serait pas ta Il position ferait non une plus, faute parce que tu dis que ce sont éclatante. déjà des êtres humains. Oui, oui, bah, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les manuels d'embryologie, c'est Peter Singer, c'est David Bonin, c'est le consensus des experts que j'ai cités dans cette présentation. Et donc, je dirais que quelqu'un qui dit que c'est un être humain potentiel, c'est qu'il ne comprend pas la biologie ou qu'il lit pas les experts sur la question. Mais en tout cas, moi, c'est le consensus que j'ai trouvé en étudiant la question. Et après, voilà, chacun se fera son avis, mais moi, il me semble que voilà, tes positions qui consistent à dire que avorter 33 fois dans sa vie, ou même 50 fois dans sa vie, c'est moralement comparable à prendre la contraception tout au long de sa vie sans faire aucun avortement, parce que jusqu'à 18 semaines, hein, c'est-à-dire que avorter à répétition à 18 semaines, pour toi, c'est pas un problème au plan moral, parce que le fœtus n'a aucun statut moral, je pense que ça choquera beaucoup de personnes. Ok. Donc voilà. Tu veux qu'on part sur une conclusion? Parce que moi, je voulais me servir de ça comme bout de conclusion. Je sais pas si tu veux commencer ou Oui, bah, je pense que enfin, C'est à peu près ça, hein, la conclusion ça a va être la déjà été. répétition de ça. Hein. Ma conclusion, j'avais pas prévu de répéter grand-chose que ce qu'on vient de se dire là. Il y a 2 C'est minutes. excellent. On a effectivement entendu la belle conclusion de chacun. Hein. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Mathieu, en plus que ce qu'Ergodis disait. Je pense qu'on a exposé nos deux positions de manière cohérente et que voilà, les gens auront pu voir nos exposés, nos arguments différents et évaluer eux-mêmes qui a mieux répondu Ouais. aux À la observations de question personnes. au sujet de l'avortement. Je rajouterais juste Alors, une je vous petite... remercie beaucoup Attends, pour attends, ce temps que... Luc, Oui, laisse-moi. Ergo, Non, toi. juste une petite phrase pour dire que je trouve ça léger de dire que ma position serait extrême. Je trouve pas que ce soit suffisant du coup pour affirmer que la raison est pro-vie dans le sens où, à part si tu pars du principe que la raison justifie d'être catholique, mais du coup je trouve ça, en plus de ce qu'on s'est dit, je trouve ça du coup un peu léger pour affirmer que la raison est vraiment pro-vie. Ok. Moi, je pense Merci. qu'on peut être rationnel et pro-avortement, mais du coup qu'on est obligé d'avaler des conclusions qui sont moralement inhumaines. Donc le pro-avortement, il a un choix entre deux choses, soit l'incohérence intellectuelle, ou soit la cohérence intellectuelle et une inhumanité assez flagrante vis-à-vis de, de la- de- des fœtus jusqu'à un certain stade, voire même des nouveau-nés, parce que des gars comme Peter Singer et autres, ils vont défendre l'infanticide jusqu'à plusieurs mois après la naissance. Et au moins, enfin, je trouve Peter Singer, que ils ont des positions alors qu'il cohérentes. est pro-sentience. Même s'ils peuvent rationnellement tenir le coup, je pense que voilà, on peut être rationnel et tenir des positions inhumaines. Ok. Voilà ce que je dirais. Parfait. Donc, l'événement de ce débat a été enregistré. Ouh, non, pas la dernière partie. Je vais essayer de faire un montage. Je vous posterai ça pour couper les cuts liés à Zoom. Oui, espérons qu'on Je vais devoir on apprendre à aura au moins monter, quelque ça va chose. être difficile. Ouais, parce que là, je me regarde sur Zoom. Cette fois-ci, on n'est pas enregistré. On a oublié de le lancer à cause du truc de connexion qu'on a Pas de eu au début. souci, je vous passerai la VOD Oh, Twitch ouais, pour la dernière. Ok. dès que j'ai cuté les interruptions. C'est déjà une bonne Trop bien. nouvelle qu'on ait réussi à avoir 3 fois. Hein. Ce truc-là, ça veut dire que la conversation a duré un petit peu plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Ouais. Merci beaucoup pour votre échange. C'était très intéressant, très instructif pour tous ceux qui ont pu vous écouter en direct. Hein. Vous étiez aussi en direct sur Scholasticus. Il y a plusieurs personnes qui ont pu regarder votre live sur notre serveur. Donc, ils pourront par la suite, bien sûr, comme on a dit, on va faire un petit événement plus tard. On verra selon vos dispositions pour ce qui est des questions à ceux qui faisaient le débat aujourd'hui. Il y aura un enregistrement qui va être fourni aussi aux autres scholasticiens qui ne pouvaient pas être présents pour cet événement. Oui. Extraordinaire la technologie, ça a fonctionné, on a tout entendu, je pense qu'on n'a rien manqué. Donc merci encore pour votre disponibilité hein, à vous deux. C'était agréable de vous entendre et au plaisir de vous revoir très bientôt. Yes, merci.